une production du Studio SF. Quand j'étais en finale, pendant ma routine, mon gant, il a cassé en deux, ce qui a fait en sorte que j'ai vraiment tombé de l'appareil très rapidement et très agressivement. Et en tant que gymnaste, on sait qu'une chute de l'appareil, c'est un point. Un point en finale, c'est semi-rattrapable, là, très franchement. La réalité, c'est qu'en gymnastique, quand t'arrêtes une semaine, 2 semaines, tu le sens. Faut que tu saches que tu recommences un peu à zéro ta prep là, à ce moment-là. Moi, je dois tout à mes parents. Ils ont tout fait. Tu sais, réhypothéquer la maison 2-3 fois. Les dettes, tout ça. Les premières entrevues que j'ai données après ce moment-là, c'était comme Félix, t'es un héros. Tu sais, t'es un exemple. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, c'était un échec. Chaque jour d'entraînement, qui des fois ça te tente pas, puis que des fois t'as mal. Puis ces moments-là vont venir à une fin, à un certain point dans ta vie, dans ta carrière. Puis ça va être terminé. Puis tu vas vraiment look back, tu vas dire, Colin, ça me manque. Cam, quand t'étais jeune, genre au primaire, au secondaire, c'était quoi que t'aimais le mieux dans ta période d'année scolaire? La semaine de relâche, les congés. La semaine de relâche! Eh bien, justement, la gang, pourquoi vous en profiteriez pas pour aller faire un genre de lac à l'épaule pendant la semaine de relâche avec votre équipe? Instaurer un peu ce mode de travail-là, un peu plus détendu, J'aime ça. avec votre team. Et donc, devinez où on vous recommande d'aller? Au Ripple Cove à Ayerscliffe. À 90 minutes de Montréal, tout est inclus, tout est possible, en fait, là-bas. Hébergement, restauration, Idée folle. idées folles, Des feux d'artifice. des feux d'artifice. C'est sur le bord du lac Massawippi, donc vous pouvez profiter aussi des installations à ce niveau-là. Puis si jamais vous avez besoin de louer une salle ou de faire quoi que ce soit pour vous réunir en équipe, eh bien, c'est totalement possible. Alors, pourquoi pas instaurer la semaine de relâche professionnelle dans votre entreprise? Oh, j'aime ça. On aime ça. Je veux hein? une semaine de relâche professionnelle. Moi aussi, on fait ça. Alors, pour plus de détails, visitez le lien en description. Félix Delcy, bienvenue sur le Startup Podcast. Ça Merci va bien? beaucoup. Ben oui, ça va très bien. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Dis-nous, dans quel état est-ce que tu arrives aujourd'hui? C'est quoi qui se passe pour toi ces temps-ci? En quel état? En fait, je vais commencer à dire qu'est-ce qui se passe pour moi. Moi, j'ai une vie très routinière quand même en général. C'est beaucoup d'entraînement tous les jours, environ 5 à 6 heures d'entraînement par jour. Là, je reviens par contre de mes dernières compétitions de la saison 2025. Fait que je suis quand même bien content. C'était une longue saison, une belle année qui a fait des hauts et des bas, mais c'était une belle longue saison quand même. J'avais mes ligues en Allemagne qui ont duré environ un mois, là, tout le mois de novembre, je dirais. Et donc là, je suis revenu à la maison pour le temps des fêtes qui approche tranquillement pas vite. Puis ça fait plaisir, un petit peu l'entraînement avec les boys. Donc, C'est-tu comme votre off-season? Est-ce que vous avez ça? Ouais, c'est une très bonne question. Je veux dire, souvent en gym, il n'y a pas vraiment de off-season. Je veux dire, la réalité, c'est que c'est un peu au choix de l'athlète de continuer. Comme j'ai dit, mettons, les ligues en Allemagne, ça, c'est très propre à l'athlète. S'il veut faire des ligues professionnelles, on en rentrera plus tard. Parce que ça, c'est pas sous le chapeau de l'équipe canadienne ou quoi que ce soit. Donc, les athlètes peuvent décider de ne pas en faire. Et à ce moment-là, je te dirais de novembre à décembre, c'est assez off-season, en général. Puis après, si tu décides, par contre, de faire ces ligues-là, quelques autres compétitions par-ci par-là, généralement, ton off-season, ça va être décembre. Le temps Un des mois fêtes. seulement. Environ, ouais. Mais même là, je te dirais que la réalité, c'est qu'il y a quasiment des compétitions à l'année longue. Fait que tu choisis un peu en fonction de toi, ton tempérament, puis qu'est-ce qui t'habite un peu dans le moment, ou en fonction des qualifications pour te rendre toujours plus loin? Ben c'est sûr que, tu sais, pour ce qui est du début de l'année, là, je dis début de l'année, mettons, on va dire les 10 premiers mois de l'année. Mettons. C'est bon, ça! Début comme tout. Là, On suit. Ça, oui. OK, je te dirais que ça, en grande majorité, c'est des questions de qualification, des questions de faire les équipes, parce que dans ce moment-là, c'est là que tu as les compétitions d'équipe canadienne, les compétitions avec le Québec, etc. Fait qu'il faut que tu fasses les qualifications pour te rendre dans ces compétitions-là. Donc, si tu es, je veux dire, dans les très, très hauts niveaux au pays, généralement, c'est pas trop un problème. Fait que tu vas faire toutes ces compés-là. C'est vraiment vers le 2 mois, comme j'ai mentionné, du fin de l'année. Tu peux décider, hey, moi, je vais faire un extra, je vais aller faire les ligues en Europe. Il y en a une coupe. Moi, j'ai toujours trouvé ça super pertinent de faire ça pour une multitude de raisons. Puis en plus, j'adore faire ça. Moi, j'adore compétitionner, fait que ça me cause pas vraiment de soucis. C'est sûr qu'au niveau du corps, il faut que tu te donnes un peu le temps de récupérer. Mais généralement, c'est un peu ça. Mais le début de l'année, entre guillemets, comme on a dit, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup des qualifications, des camps d'entraînement. Puis la réalité, c'est qu'en gymnastique, quand tu arrêtes une semaine, 2 semaines, tu le sens. Un break d'une semaine, 2 semaines, c'est comme moyen recommandé, honnêtement. Je veux dire, tu peux le faire, mais il faut que tu saches que tu recommences un peu à zéro ta prep là, à ce moment-là. Fait que c'est vraiment un sport constant, beaucoup de petits efforts, puis de petites pauses, finalement. Ben, c'est sûr que
de petites pauses. Tu sais, je te dirais, mais admettons, là, mon calendrier d'entraînement, Ouais. généralement, tu sais, c'est du lundi au samedi, dimanche, c'est day off parce qu'on s'en va à l'église, évidemment. C'était une blague. Mais, Ok, j'étais comme, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que... Non, mais on sait Team plus Church. Évidemment, OK. Team Church. C'est un truc de gymnaste. Mais ça pourrait, là, je veux dire. Ben oui, ça oui. pourrait. C'était pas évident. Ça pourrait. part C'est fort, la journée du repos. Ok? Excusez. Journée du C'était repos. bon. Mais c'est ça, puis je veux dire, du lundi au samedi, t'as comme... Ben, la moitié de la semaine, c'est 2 entraînements par jour. Le reste, en général, on va prendre quand même un 5 heures d'entraînement par jour, en général, sur toutes ces journées-là. Puis je te dirais que ça reste vraiment comme ça toute l'année. Tu sais, toute l'année, je te dirais qu'en moyenne, les gars vont prendre 1 à 2 semaines l'été, des fois. Moi, j'en fais pas partie. C'est rare. Généralement, si je prends un peu de break, ça va être comme des 4 jours parce que je dois aller ailleurs. Surtout des fois aux States là, pour des contrats, etc. Mais généralement, moi, j'aime ça rester dans le training. J'aime ça tout le temps m'entraîner, pas perdre trop la forme. Tu sais, je veux dire, tu peux prendre un step back en disant on va prendre ça plus relax. Mais tu sais, de sortir de la salle, parce que souvent, comme j'ai dit, c'est dur de même physiquement, là, même si mentalement ça te tente, c'est dur physiquement de te remettre la machine en marche. Là, avec ce que tu dis, on entend clairement que c'est une job à temps plein, ce que tu fais. Donc, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas, je veux qu'on le mentionne, tu es un athlète professionnel de très, très haut niveau, gymnaste. Merci beaucoup. Tu es allé aux Jeux olympiques l'année passée. Félicitations. Puis, Merci. aujourd'hui, on a envie de plonger un peu dans l'envers du décor de... Tu sais, c'est quoi un peu comment tu gagnes ta vie? C'est quoi ton quotidien d'athlète professionnel? Puis justement, qu'est-ce que finalement le public voit pas ou on peut déconstruire, ou même il y a sûrement des athlètes qui nous écoutent qui sont curieux de comprendre bien, comment est-ce que Félix y arrive, tu sais, parce que c'est pas... Parce que moi, de mon point de vue externe, j'entends qu'il y a beaucoup de sports pour lesquels c'est pas si facile de bien vivre, là, financièrement. Absolument. Donc, on veut déconstruire tout ça. Ouais. Puis j'ai envie que tu nous apportes finalement à le moment où tu as compris que ça serait ta carrière, la gym. Ben, c'est... Excellente question. En fait, pour répondre à ta dernière, là, le moment où j'ai su que la gym, ça allait être ma carrière, bon, évidemment, là, je dis ça juste avant de continuer, c'est sûr qu'une carrière sportive, c'est pas pour la vie, hein, malheureusement. Des fois, on aimerait ça, mais à 40 ans, je pense que mon dos, il pourra plus, très franchement. Puis probablement avant 40 ans, je dis ça 40 ans, mais il y en a qui l'ont déjà fait, mais c'est peut-être pas moi. En tout cas, on touche du bois qu'on reste aussi longtemps possible. On te le souhaite. Mais c'est ça, mais moi, dès très jeune âge, là, vers l'âge de 10 ans, je m'avais dit, moi, je veux aller aux Olympiques. C'était déjà ça, mon objectif, là, à 10 ans. J'ai dit, moi, c'est les jeux que je veux faire, ça, c'est certain. Puis là, après, t'avais comme la deuxième réponse à l'énigme, c'est comment je fais ça de ma job, tu sais, genre, comment je peux... Parce que, bien évidemment, tu peux aller aux jeux seulement, du moins chez les hommes, là, en gymnastique, à l'âge de 18 ans. Fait que je me dis, OK, jusqu'à 18 ans, bon, je peux peut-être travailler, là, comme un ado un peu normal. Mais là, après, continuer là-dessus, tu as la vie qui embarque, puis plus tu vieillis, plus tu comprends comment la game, elle se joue. Et donc ça, c'était comme la question que je devais résoudre. Et comme tu l'as dit, comme tu l'as mentionné dans ta question, c'est sûr qu'il y a des aides, il y a des supports pour les athlètes, surtout au Québec, honnêtement. Je pense qu'on est quand même chanceux si on regarde l'envers, là, si on regarde le Canada au complet. Je pense qu'on est dans les bons coins du pays, généralement, pour le sport. Ça reste quand même assez compliqué. Je pense qu'avec une petite touche de créativité, beaucoup de détermination, puis des bons résultats, que ça soit un peu une combinaison académique et sportive, aide beaucoup les athlètes en général. Fait que là, je te parle vraiment, tu sais, tout ce qui est des bourses, que ce soit, comme j'ai dit, des bourses étudiantes ou étudiantes sportives ou juste sportives, tout dépendamment des résultats. Si on a eu une bonne année, des bons résultats, on retrouve ça au Québec. Ensuite, la deuxième réalité, c'est que ça dépend des sports. Beaucoup, ça dépend des sports. Je connais pas non plus tous les sports ou les moyens de financement pour chacun. Moi, par exemple, comme on l'avait dit au début, là, je suis un gars de Laval. Donc moi, mettons, Sport Laval m'ont énormément aidé très jeune. Des petites bourses ici et là par année. Puis très jeune, c'était quoi ton calibre quand tu rêvais des Olympiques? Est-ce que tu étais déjà bon ou tu étais comme « Ah, je suis bon, mais je tripe tellement que là, je pèse sur le gaz ». T'étais-tu déjà performant? Je voudrais pas comme, tu sais, trop péter mes bretelles, mais à l'âge de 10 ans, j'étais quand même, là, au Québec, là, on me voyait déjà le faire les jeux. Là, puis il y a des adultes qui t'en parlaient. Comment ça se passait? Ouais. Est-ce que tes parents sont dans le sport? Parce que moi, j'ai un jeune, là, puis son coach viendrait me voir, me dirait « Hey, potentiel olympique, let's go », puis là, t'en parles aux jeunes. Comment toi, t'as vécu ça comme enfant, ce rêve-là? Ben, en fait, c'est sûr que j'ai eu l'appui. Bon, premièrement, mon coach, mon entraîneur, qui était un entraîneur
un entraîneur roumain, hein, puis la gymnastique puis la Roumanie, ça fait vraiment deux. Donc lui, quand Deux? ben ça fait... Ou un, genre. Ben, 1 plus 1, 2 ou 1, ça fait un tout. Ça fait un tout. Non, mais ça fait deux, je pensais que ça fitait pas. Fait que là, en tout cas. Non, t'as raison, excuse. Ouais. Ça fait vraiment. Ça marche, ça marche, ça marche, ça ok. fit. Mais tout ça pour dire c'était vraiment un bon entraîneur, un entraîneur très assidu. Puis lui, il m'avait vu, il a dit, toi, ça peut le faire, on peut vraiment aller loin. Fait que c'est sûr que lui, ses paroles valaient énormément pour moi à un très jeune âge, puis il a partagé ces idées-là avec mes parents, bien évidemment. Puis lui, c'était déjà très précis. Je veux dire, dans le temps, il prenait des gars au club seulement qui pouvaient faire des équipes nationales, qui pouvaient avancer très haut. Tu sais, c'était comme, si tu viens d'entraîner ici, là, c'est pour aller jusqu'au bout de tes capacités, on va dire ça comme ça. Et donc, par la suite, tu as les premières compétitions qui commencent. Fait que moi, ma première compé à vie, c'était comme une Coupe Québec. Fait que là, tu retrouves un peu toutes les villes du Québec qui viennent compétitionner sur une même journée. J'avais tombé, mettons, deuxième. Puis là, je me disais, OK. Là, mon entraîneur était content, mes parents étaient contents. Là, moi, j'étais comme, il y a quelqu'un qui m'a battu quand même. Je suis deux, il y a un premier. Deuxième compétition, j'étais premier. Puis là, après, je suis resté premier, je pense, pour 2-3 ans d'affilée, jusqu'à ce que je change de division par la suite. Et donc là, j'ai comme fait les Jeux du Québec. Ensuite, j'ai refait les Jeux du Québec. Puis là, quand je suis venu à compétitionner contre des gars qui avaient 17 ans, à l'âge de 11-12 ans, puis je gagnais, là, j'étais comme OK. Parce que le gap d'âge en termes de maturité physique et en termes d'athlète était tellement large, puis j'arrivais quand même à prendre le dessus, montrait que même sur un plateau national, j'avais des très bonnes chances de performer puis d'avoir des bons résultats, donc d'intégrer l'équipe canadienne. Fait que c'est pour ça que je te disais qu'à un très jeune âge, pour moi, c'était comme... C'est sûr que c'était plus clair. C'était plus clair, c'était pas... J'adorais faire ça, j'y suis pas encore, let's go. C'était surtout, je sais que j'ai le talent pour, je sais que j'ai l'entraîneur qui me pousse à bloc pour. Maintenant, est-ce qu'on peut le concrétiser? Ben, il faut juste continuer à pousser puis voir si ça peut se réaliser. Puis c'est exactement ça qu'on a fait. Je veux dire, on a suivi les étapes, compé par compé, comme j'ai dit, Jeux du Québec, ensuite Jeux du Canada. Fait que je suis vraiment passé par tous les échelons de toutes les petites compétitions ou les plus petites et les plus grosses là, qu'on peut vous retrouver au Québec, au Canada, dans quasiment tous les sports amateurs. Puis là, quand les résultats ont commencé à tomber, c'est là qu'on tombe dans un... à cet âge-là, j'étais comme un peu junior, là, donc un adolescent, début adolescence, 15-16 ans. Tu tombes dans les plus grosses compétitions internationales. Fait que là, t'as comme des championnats du monde junior, des Jeux olympiques juniors. Fait que là, c'était comme des très gros objectifs pour moi à l'âge de 16 ans. Mais c'est là que, justement, un peu, t'as la twist de là, c'est une carrière qui rentre en ligne de compte parce que tu représentes le pays. T'as des subventions gouvernementales qui peuvent rentrer en ligne de compte. Si les résultats ou les médailles parviennent à passer au travers, bien, c'est sûr que ça aussi, ça fait une grosse différence dans la donne. Mais c'est ça. Pour moi, c'était vraiment un jeune âge. Là, c'était vers ça que je voulais me diriger. Puis j'ai tout de suite, quand j'avais un objectif très précis, je me suis tout de suite informé, je me suis tout de suite visé des objectifs très, 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 moi, je dirais précis, minutieux. Okay. Puis ça m'a beaucoup aidé vraiment à monter les échelons. Mais c'est sûr que pour répondre à ta question, pour moi, j'avais une facilité. J'avais un talent, définitivement. Ouais. Puis ça ressemblait à quoi? Ça leur ressemblait à quoi ton adolescence, outre le sport, comme tout ce qui est alentour, ta famille, comment ils ont dû te supporter? Ouais, ben, énormément. Moi, je le dis très souvent, puis je le dis pas assez, mais je le dis quasiment tout le temps. Moi, je dois tout à mes parents. Vraiment, mes parents, ils ont tout fait. Puis je viens pas d'un milieu très aisé, vraiment une famille moyenne. La classe moyenne, moins, mettons, là, donner un exemple, mais ils ont tout fait pour que je puisse faire de la gymnastique. Puis souvent, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du hockey, du soccer, du sport un peu plus conventionnel. Et moi, mon père, il me fait rire parce qu'il raconte tout le temps cette histoire-là. Il dit, quand Félix veut faire de la gym, il dit, j'étais tellement content, je paierais plus le soccer, le hockey. Hey boy, une paire de shorts, c'est done deal. That's it, une paire de shorts, un petit t-shirt, done deal. Non, parce que je veux dire, c'est comme à coût de 10 000, 12 000, 15 000 par année. Parce que la réalité, c'est que mon entraîneur était comme, OK, si on veut le pousser au haut niveau, il faut le shipper tout de suite en Europe pour qu'il fasse des compétitions, pour qu'il s'adapte, pour qu'il gagne de l'expérience. Puis à ce moment-là, ben, tu n'as pas encore de résultats, tu n'as pas encore tes places sur les équipes nationales ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment, il appelle en anglais self-funded, c'est toi-même là, qui doit payer pour ton déplacement, ton hôtel, ta compétition, etc. Fait qu'il y en a pété une latte pour mettre ça simple. Mais ça marchait. J'avais des résultats. J'avançais, je montais les échelons.
Puis ils voyaient que c'était mon rêve. Puis je veux dire, ils ont tout fait. Je veux dire, tu sais, réhypothéquer la maison 2-3 fois, tu sais, les dettes, tout ça. Mais ils voyaient que j'étais heureux, puis ils m'ont poussé là-dedans. Puis après, tu sais, je veux dire, maintenant que je suis un peu plus vieux, maintenant que j'ai vraiment pris mon rythme dans ce monde-là, ça a toujours été un de mes rêves, une de mes missions, tu sais, de redonner le plus que je peux à mes parents parce que sans eux, je serais clairement pas qui je suis, mais non plus où je suis aujourd'hui. Donc, c'est sûr que le sacrifice était absolument immense. Puis ils croyaient en ce rêve-là. Puis après, c'est sûr qu'eux aussi avaient un certain background sportif. Ils aimaient le sport, ils trouvaient ça important, le sport. Fait que ça a toujours été vraiment dans ma culture à ce niveau-là. Ah, mais c'est beau, c'est vraiment Ouais, une belle vraiment. histoire. Ouais, non, mais je suis très, très reconnaissant. Puis c'est deux. Pour moi, c'est comme. Tu sais, les valeurs qu'ils m'ont inculquées fitaient tellement bien, même avec la gym, tu sais, de travailler fort, de. Tu sais, parle pas trop fort, fais ta job, fais tes résultats. J'aime dire qu'ils ont fait une bonne job, mais en même temps, c'est comme me donner une tape dans le dos. Mais ils m'ont beaucoup aidé. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, comme je l'ai dit, je leur dois tellement. Tu sais, puis même maintenant que je suis capable de battre de mes propres ailes, ça fait une énorme différence lorsque tu as comme quasiment une équipe derrière toi là, qui te pousse dans cette direction-là, qui dit écoute, mon gars, on croit en toi. Puis la triste réalité, c'est qu'il n'y a pas tout le monde hein, qui a ça, malheureusement. Donc, pour moi, ça a fait une énorme différence. C'est sûr qu'à un certain degré, il faut que l'enfant, comme moi à ce moment-là, sorte de sa zone, puis dise OK, let's go, j'y crois moi aussi, puis qu'il pousse à 100% de toutes ses capacités pour y arriver. Clairement. Mais quand les bonnes équipes sont alignées, souvent, ça fait une belle... Puis mettons, là, toi, comme ado, est-ce que tu comprenais ces sacrifices-là? Est-ce que c'était une pression ou ça te mettait une belle pression positive de comprendre ces impacts-là sur tes parents? Je pense qu'ils ont été vraiment bons pour pas que je ressente une pression. Tu sais, ils faisaient tout pour pas que je sache quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Puis même à ce jour, ils aiment pas ça en parler, mais ils voulaient tellement que ça soit sain. Ils disaient non, c'est correct, tout va bien, on s'en occupe, compé là. Puis là, tu sais, moi, c'est mes parents, je les connais bien. Puis t'avais toujours mon père qui était comme, tu sais, un petit tueur, là, je le voyais. Ouais, mais... Ça va coûter 10 000. Ouais, tu sais, il y a notre carte de crédit. Mais la réalité, c'est qu'ils ont été super bons pour pas que je le ressente. Malgré tout, c'était vraiment pas eux qui me le faisaient sentir, c'était juste j'ai vraiment pris conscience là, à l'adolescence. Puis tu sais, je veux dire, moi je pense qu'à l'âge de 14-15 ans, je savais déjà comment ça fonctionnait, combien ça coûtait environ la gym. On était quand même transparents ensemble, mais ils voulaient pas me faire ressentir cette pression-là quelconque. Fait que je te dirais que je l'avais, mais c'était très positif, mais c'était comme pas eux qui me l'ont mis, c'est juste moi qui a comme compris la game. Puis là, j'étais comme, OK, let's go. On pousse à bloc parce que moi, je savais qu'après un certain niveau, puis on pourra en jaser après, je savais que je pouvais aller chercher des subventions gouvernementales. Je savais que je pouvais aller chercher beaucoup plus de sous pour prendre soin de toutes ces dépenses-là, puis les minimiser au max pour les aider, eux, puis les alléger de ce poids-là. Fait que pour moi, c'était vraiment un objectif à atteindre le plus rapidement possible. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai fait, là, en fait. Qu'est-ce qui change quand tu passes de l'autonomie tantôt junior à, si je comprends bien, senior? Senior, oui, exactement. Ben en fait, c'est vraiment mettre ça vraiment simple. C'est comme le monde des enfants / ados puis le monde des adultes. Fait que lorsqu'on regarde une compétition junior, on va voir des athlètes d'une braquette de 13 à 17 ans, quasiment, compétitionner les uns contre les autres. Donc, c'est sûr que le niveau de compétition est souvent un petit peu plus réduit. Mais aussi, tu sais, tous les impacts que ça peut avoir, fait que là, je parle d'impact financier ou quoi que ce soit là, qu'il peut avoir, sont aussi réduits parce que c'est comme des juniors. Puis après, quand tu passes au niveau senior, ben c'est là que tu as accès aux grosses compétitions comme les Jeux olympiques. C'est comme la vraie game. Là, maintenant que tu t'aies 18 ou que tu aies 43, je dis pas qu'il y a des gars de 43, mais... Quand il y a un respect, si oui, ben vous êtes dans le même game. Vous êtes dans le même game. C'est sûr que ça fait quand même drôle quand tu tournes 18 ans, puis là, tu te dis, hey, Colin, mon compétiteur, je sais qu'il y a 2 kids. C'est comme. C'est un Est-ce peu. que c'est égal quand même? Dans quel sens? Ben dans le sens où, tu sais, mettons un ado de 11 ans versus un ado de 15 ans, il y a une énorme différence. T'sais, toi qui as 18 ans, versus quelqu'un qui en a 30, justement, est-ce que lui, il est plus vers la fin de sa carrière, probablement, puis physiquement, là, tu sais, physionomiquement, t'es quand même très différent. C'est différent. Ben c'est sûr que c'est différent, puis je pense que, tu sais, si on le regarde, mettons, du niveau junior, moi, par exemple, j'ai rejoint les ligues juniors le plus tôt que je pouvais pour compétitionner, puis mon entraîneur, il me mettait tout le temps dans les catégories des gars les plus vieux pour, justement, avoir ce challenge-là. Quand t'as un certain talent, quand t'es bon, puis tu vises le top du top, je veux dire,
sais, si tu veux courir le plus vite, ben tu cours avec des gens qui courent plus vite que toi, Ouais. tout simplement. Je pense que c'est la même mentalité. Après, c'est sûr que la braquette de junior, qui est quand même très grosse, mais en fait, même celle-là de senior, c'est sûr qu'on peut penser qu'il y a des inégalités, mais la réalité, c'est qu'on va tous monter en âge Exact, tranquillement, ouais. pas Vous y vite. passez Ouais. tous, finalement. On y passe tous, C'est ça. exactement. Fait que c'est certain que la maturité physique, par exemple, d'un gars de 17 ans face au gars de peut-être 13 ans n'est pas la même. Mais faut que tu la travailles, faut que ça te motive à pousser vers l'avant. Puis la réalité, c'est que même si le gars de 17 ans finit par remporter, puis t'es deuxième derrière à 12 ans, je veux dire, Ouais. ça reste une certaine victoire en soi. Vraiment. Puis tu peux te dire qu'une fois que toi, tu vas avoir 14-15, ben toi aussi, tu vas pouvoir, ça va être plus facile de déclencher les autres. Puis après, au niveau senior, c'est aussi une énorme réalité, puis je te dirais que c'est un peu une lame à double tranchant, parce que lorsque, comme tu l'as dit, tu as 35, par exemple, tu es vers souvent la fin, là, généralement, là, de ta carrière, certainement. Tu as une vie derrière ça, très certainement aussi. Puis je te dirais qu'un gars de 25, comparé à un gars de 35, physiquement, le gars de 35, là, il commence à être perdant, là, vraiment. Même si la maturité physique est quand même là chez les hommes, en général. Un gars de 25 va avoir un peu plus d'énergie. Le gars de 35 qui a plus d'expérience. Fait que c'est vraiment, tu prends dans ta balance tout l'on positif, puis c'est d'essayer de challenger, d'utiliser tes forces, d'utiliser un peu tes faiblesses, comment bien jouer ta game, bien jouer tes cartes. Mais je veux dire, en gym aussi, on a l'opportunité de soit faire les 6 engins de gymnastique ou juste te concentrer sur 1, 2. Ah, tu vas choisir. Ouais, Mais ça, c'est à un intéressant. niveau international, quand tu es très, très, très bon, il y a plein de gars qui font ça. Souvent, en fait, les gens qui sont plus vieux, c'est parce qu'ils sont très, très, très bons dans un engin, dans les meilleurs au monde. Ils ont une énorme expérience, mais leur corps ne peut pas continuer à faire tous les autres engins. Fait qu'ils vont se dire, écoute, moi, je me focus sur ça. Moins de temps d'entraînement, moins de charge sur le corps, puis qu'ils peuvent quand même aller chercher des médailles olympiques, là, littéralement, là, puis continuer à gagner leur vie avec ça. Parce que je veux dire, lorsque tu peux décrocher ta médaille, lorsque tu peux aller faire des bons résultats sur cet appareil-là, ben, Tu continues. tu restes dans les tops, là, en fait, là, à ce niveau-là. Donc, T'en es où aujourd'hui dans ta carrière? Là, tu nous as parlé un peu de ta dernière année, ton 10 mois de début d'année. Mais t'en es où? Tu sais, là, t'as fait les Jeux l'année passée. Fait que c'est quoi la suite? Ben, c'est une excellente question. Moi, j'ai toujours souhaité, du moins pour ma carrière sportive, là, très précisément, j'ai toujours souhaité faire 3 Jeux olympiques. Je trouvais que c'était quelque chose de... Je trouve que ça fitait bien, 3. Jamais 203. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de grosse raison pourquoi je dis 3, mais je me dis, tu sais, tes premiers jeux, tu es un peu désorienté, c'est beaucoup. Tes deuxièmes jeux, tu y vas pour la performance, tu y vas pour la médaille, puis tes troisièmes jeux, tu y vas pour le thrill. Tu sais, comme tu y vas, tu te fais confiance, tu te fais plaisir, puis c'est comme la cerise sur le sundae. C'est sûr que ça reste tout le temps des énormes compétitions où on veut toujours performer. Surtout moi, je veux toujours performer. Mais la réalité, c'est que je pense que c'est important de voir un peu le half and half puis de profiter des moments comme ça, surtout des Jeux olympiques qui viennent juste les 4 ans. C'est des moments vraiment magiques, vraiment magiques, là, donc faut en profiter. Donc c'est ça, moi mon objectif un peu c'est de faire 3 jeux. Donc là, j'ai fait mes premiers jeux à Paris, il va y avoir LA qui va venir tranquillement pas vite, là, environ dans 3 ans maintenant, et Brisbane, si je me trompe pas, ouais, en Australie, qui va m'amener pas loin de mes 30 ans, 29-30, si je me trompe pas, ouais. Donc, c'est sûr que ça, c'est comme le long terme, c'est ce que j'aimerais faire. Après, pour les prochaines années qui arrivent, là, c'est sûr qu'avec mon mode de vie, comme j'ai dit, je compétitionne. Après décembre, généralement, je compétitionne quasiment tous les mois. Des camps d'entraînement, sinon tous les 3 mois environ. Ça fait beaucoup de voyagements, puis je veux dire, des entraînements aussi. Même quand je suis de retour au pays, comme j'ai dit, je m'entraîne quasiment tous les jours. Puis c'est de jongler cette carrière sportive-là qui est très occupée, remplie de voyagements, avec un peu ma nouvelle carrière, un peu qui vient connexe depuis quelques années, qui est un peu l'influence ou tout ce que je fais là, avec mon équipe à ce niveau-là. Fait que c'est de jongler avec tout ça, en apprendre davantage. Aussi, je suis étudiant en même temps, fait que ça fait une autre dimension. Ouais. T'es-tu dans quoi? Ouais. Ben, j'étais en com, ouais. Mais moi, ça fait, écoute, mon parcours scolaire est quand même étiré, étant donné que je suis très, très absent, je suis très occupé déjà. Tu sais, la réalité, c'est que j'ai comme tout misé, beaucoup misé du moins sur le sport, ce qui a vraiment largement payé. Après, je me suis lancé vraiment dans tout ce que je fais, qui est quand même rapport avec le sport, mais tu sais, dans tout ce qui est de l'influence. Puis là, moi, j'ai toujours voulu garder ce parcours-là académique. Je trouve que c'est important pour les jeunes athlètes de rester à l'école, de s'entraîner, mais quand même de rester aux études, parce que souvent, on a comme une facilité de dire « Ah, je peux performer dans le sport, je veux juste tout mettre mes œufs dans ce basket-là. » Je pense que c'est un peu risqué de faire ça, puis c'est important aussi quand tu es tellement
focus sur un objectif, vraiment, là, de tous les jours, du lundi au dimanche, d'avoir un peu un outlet, là, comme on dit en anglais, un peu quelque chose pour te sortir la tête, faire autre chose de différent. Je pense que c'est important, je pense que c'est sain. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de garder ce parcours académique-là, là, contrairement à certains, là, pas tous, mais c'est quand même étiré. C'est quand même étiré. Fait que je fais ça tranquillement. Ouais. C'est tout ça qui occupe ton quotidien. Puis c'est quoi l'équipe alentour de toi qui t'aide à travers tout ça? Ben là, c'est ça, comme mon équipe sportive, là, bon, ça je pense qu'on connaît, les coachs, les physios, tout ça. Mais après, mon équipe plus au niveau des affaires, moi, j'ai rejoint mon agence avec laquelle je suis présentement, je pense ça fait 2 ans et demi maintenant, 2-3 ans. Super belle agence basée à Toronto. C'est un peu tous ceux qui vont s'occuper de tout ce qui a rapport un peu à mes projets d'influence, mes commanditaires, projets télé, radio, quoi que ce soit un peu qui entoure ça. Même, je te dirais, après les jeux, j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai fait beaucoup de meet and greet dans des compagnies, un peu pour partager que ce soit justement mes expériences sportives, mes expériences aux Olympiques, ou des fois, ça a vraiment juste rapport à l'influence. Fait que c'est un peu, des fois, ça se connecte vraiment parce que l'influenceur ne va pas sans l'athlète, puis des fois, il y a une petite partie que c'est vraiment juste de l'influence. Mais j'aime beaucoup ce concept-là de dire que je suis pas, moi, je me vois vraiment comme un athlète là, en premier. Puis si j'étais pas athlète, je pense pas que je serais là non plus de l'autre côté. Donc, c'est important à savoir. Fait que de pouvoir jumeler un peu les deux, puis de profiter un peu de ces bénéfices-là, puis de partager avec les gens, je trouve ça vraiment formidable. Mais c'est vraiment ça. Là, cette équipe-là, de ce côté-là, m'aide beaucoup pour tous ces projets-là. Donc, je suis très satisfait. Ils sont super sharp. Mais en étant à distance, c'est quoi ta relation avec eux? Comment ça se passe concrètement? Ben, ils sont pas complètement à distance. Là. Il y a certaines personnes qui sont basées là, à Montréal. Fait que j'ai environ comme 4-5 personnes là, avec moi présentement. C'est beaucoup quand même. Ouais. Fait que 4-5 personnes, t'as quelqu'un qui produit, qui approuve, quelqu'un au partenariat. Ouais. Comment Ben, ça c'est ça, se j'ai passe? quelqu'un, mettons, qui va faire l'horaire, ensuite les contrats, ensuite on a comme mettons, les propriétaires de l'agence, ça va être surtout pour les gros contrats, tout ce qui est côté Lego, souvent, qui est plus compliqué, ou surtout quand ça va parler de télé, ou généralement des plus gros contrats, là, c'est là qu'eux, ils vont s'en mêler. Puis des fois, j'ai aussi quelqu'un qui m'aide justement pour tout ce qui est du delivery, là, fait que ça soit faire un peu le montage, etc., la création, vraiment le derrière, behind the scene. Là. Mais tout le monde vraiment met la main à la pâte. C'est surtout moi, c'est pas vraiment un job que je délègue. Là. C'est vraiment plus un support autour de moi pour m'aider à faire ma job là, en tant que tel. Mais tout ce qui est même des outreach aussi, j'ai quelqu'un pour ça qui répond à toute ma boîte de courriel. Parce que la réalité, comme je l'ai dit, c'est comme je vis une double vie. Il y a la vie d'athlète, que ce soit avec l'équipe canadienne, tout ce qui a rapport à ça, l'équipe Québec, puis tout. Puis après, j'ai comme l'autre vie de l'autre côté. Fait qu'eux, ils m'aident à gérer ce côté-là pendant que je m'assure que la gym, ça reste fort parce que moi, c'est ce qui me passionne, c'est ce que j'aime, c'est ce qui est extrêmement important pour moi. Donc, ça me permet vraiment d'y arriver, en fait, au bout de la journée, là, de gérer les deux tous les jours. Comment tu as commencé dans l'influence? Parce que là, aujourd'hui, tu as un bon following puis tout ça, mais comment tu as commencé puis c'est quand que ça l'a fait un boom? Ben moi, j'ai commencé... Je ne pourrais pas donner une date exacte. Mais en fait, c'est très drôle parce que j'ai commencé à poster sur les réseaux quand j'étais très jeune, surtout Instagram, un peu, je pense YouTube un peu. J'avais un compte, là, d'ailleurs, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube, mais j'ai commencé à poster dans un but précis. Je voulais aller en NCAA. Pour les gens qui connaissent pas, là, c'est l'université américaine là, en NCAA. Quand j'étais jeune, justement, étant donné que la gym, c'était tellement dispendieux, mon père, il a dit hey, écoute, on va t'envoyer à l'université américaine. Tu vas avoir un ils appellent ça, c'est comme ils vont t'embarquer complètement là, dans le contrat. Fait que ça veut dire qu'ils vont payer pour ton uni, ils vont payer pour la gym, tu vas pouvoir t'entraîner gratuitement, plus faire tes études dans une grande école, que ça soit Penn State, Michigan, Stanford. Puis lui, c'était ça qu'il me disait, on va faire ça, ça va être parfait, tu vas vivre là-bas, tu vas capoter, expérience. Pour un jeune, tu te dis, c'est comme l'expérience idéale de rêve. Et donc, j'avais commencé à poster juste mes clips de gym, les mouvements que je faisais parce que je savais que les scouts regardaient les réseaux sociaux beaucoup pour savoir un peu ailleurs qu'aux États-Unis. Quels sont les talents? Est-ce qu'il y a des potentiels? Puis souvent, il faut qu'ils les trouvent jeunes parce qu'à l'âge de 16, dès qu'ils tombent 16 ans, soit ils vont aller à l'école, mettons, j'aurais décidé d'aller à Montréal ou à Laval, peu importe, ou soit il faut justement qu'ils te fassent une offre pour que tu aies commencé l'école là-bas. Donc moi, c'était un peu ma stratégie. Je disais, hey, je vais poster tout ce que je fais
sur les réseaux, en termes de vraiment mouvement de gymnastique, là, pour qu'eux, ils voient que j'ai un potentiel puis que j'ai des offres. Puis ce qui est très drôle, c'est que lorsque le moment est venu, là, j'ai tourné mes 16 ans, j'avais toujours continué à poster là, mon petit train-train quotidien de par-ci, par-là. Mais rendu quand j'avais 16 ans, j'avais déjà fait mes premiers championnats du monde junior, j'avais déjà fait mes premiers Jeux olympiques juniors, j'avais été médaillé aux deux. J'étais devenu champion du monde junior, vice-médaillé des Jeux olympiques juniors. Fait que tout avait vraiment bien évolué, même quasiment mieux que ce que je l'aurais espéré à ce moment-là. Puis, c'était plus l'objectif. Tu sais, d'aller aux États-Unis, c'était plus mon objectif parce que dans ma tête, j'avais vu des gens plus vieux, surtout en Ontario. Parce que nous, on avait, tu sais, au Québec, on avait quand même un peu la barrière de hey, c'est en anglais. Tu sais, moi, toute ma vie, j'ai étudié en français. Même si j'apprenais l'anglais, je parlais quand même bien l'anglais. Tu sais, je veux dire, étudier en anglais, vivre en anglais, c'était comme un gros step. Fait que là, j'étais comme, je sais pas si je veux faire ça exactement. Puis en même temps, j'avais vu d'autres athlètes, spécifiquement en Ontario, qui partaient aux States, ils revenaient. Puis c'était plus des très grands athlètes. On dirait qu'ils les prenaient pour, mettons, 1 ou 2 appareils très spécifiquement ou pour leurs besoins spécifiques, sans prendre en compte les objectifs personnels de l'athlète. Puis quand ils en avaient terminé, ben, c'est eux, ils revenaient au pays. Okay. Ils avaient leur degree, ils avaient gradué de l'école, mais ils n'étaient plus athlètes de haut niveau. Donc, ils ne pouvaient pas représenter le Canada aux Olympiques. Ils n'étaient plus si bons que ça, ça. Fait que là, pour moi... J'ai dit, ben non, moi, c'est sûr que... Moi, mon rêve, c'est d'aller au jeu. Je veux dire, j'adore l'idée de la l'Uni aux États, mais je veux aller au jeu. Je veux dire, ça concordait plus du tout. Puis en même temps, c'était des sacrifices de dire bye à ma famille, bye à mon coach, qui mon coach, pour moi, était tout. Je veux dire, toute ma vie, j'ai eu le même coach. Oh ouais? Donc, toute il est encore avec toi aujourd'hui? Oui. C'est fou! Oui, toute ma vie. Donc, tu sais, c'était comme... C'était un step que je pouvais pas prendre. Puis ce qui est vraiment, comme je dis, ce qui était drôle, c'est que toutes ces écoles-là, mon père puis moi, mettons, on rêvait que j'ai des offres. J'ai toutes eu des offres. Je les ai tous eu. Illinois, Penn State, Stanford, Michigan, tout. Puis c'était tout des full onboarding. Là, fait que je payais rien. Je venais là. Puis ça, c'est des études à, je sais pas, 120 000 US l'année. Là, c'est complètement fou là-bas. Donc pour moi, quand tout ça s'est rentré, je leur ai tout dit très poliment, non, je suis correct, je suis très bien. Puis je commençais aussi tranquillement à pas gagner ma vie à ce moment-là, tout à fait, mais avoir de plus en plus de support financier. Je pense par exemple à la fondation Aléo, qui est une fondation qui a été créée puis qui, moi, ils m'ont supporté dès mon jeune âge, qui donne des bourses aux athlètes un peu partout au Québec, qui a un peu été créée pour pas perdre les athlètes québécois aux États-Unis, pour pas qu'ils s'en aillent, justement. Fait qu'eux, ils te supportaient dans tes études, ils te donnaient des bourses, il y avait comme du tutorat. Tu sais, t'as plein de ressources qui étaient offertes aux athlètes qui obtenaient des bourses. Donc, pour moi, c'était comme, crème, je peux pas trahir tout mon monde. C'était pas comme une trahison, mais je peux pas partir avec tout le support que le support que j'ai eu. Je le dois au Québec, je le dois à ma famille, je le dois à ces gens-là. Pourquoi, là, après, je dirais, hey, merci pour l'aide, ciao, bye, là, je suis good, je m'en vais aux States. Fait que pour moi, ça résonnait plus. Tout simplement. Donc, Si tu étais parti au States, est-ce que tu aurais représenté encore le Canada ou non? Ben oui, j'aurais pu continuer à représenter le Canada. C'est sûr que ça devient très compliqué, encore une fois, aux States, parce que la réalité, c'est qu'eux, ils ont leur propre agenda de compétition. Fait que si, admettons, nous, en gymnastique, on a 2 compétitions majeures dans l'année, des compétitions nationales quand même assez importantes. Généralement, c'est une en février, mars, puis l'autre, c'est en mai, fin juin. Donc, ces 2 compétitions-là, c'est comme les grosses compés de l'année qui vont agir des qualifications pour des événements majeurs, que ce soit des Commonwealth, des Pan Am Games, des championnats du monde, etc. Et donc, si, par exemple, je serais en NCAA présentement, puis moi, mon équipe, ils disent, écoute, champion, nous, on a une compétition cette journée-là, tu peux pas aller au Canada, mais je peux pas aller au Canada. Tu sais, je veux dire, comme moi, dans mon contrat avec eux, je dois être disponible pour eux afin de continuer mes études là-bas, dans cette université-là. Donc, c'était pas... oui, mais si ça les arrange. Parce qu'eux, ils ont des athlètes de partout dans le monde, fait qu'ils peuvent pas considérer... Exactement. C'est sûr que c'est majoritairement des Américains. Puis c'est sûr que les fédérations américaines, ils font leur calendrier un peu en fonction de ça. Mais, je veux dire, moi, étant donné que je suis Canadien, eux, c'est comme... la Fédération canadienne, c'est pas leur problème. Eux, ils s'occupent de leur université, puis du moins peut-être un peu la Fédération américaine, mais c'est pas, ils vont pas vraiment le prendre en considération. Fait que tu peux compétitionner si ça les arrange, si à ce moment-là, ça tombe bien, mais je trouvais justement que tu n'étais plus maître de toi-même. C'était plus ta carrière, c'était comme... Pour les 4 prochaines années, là, avant que tu gradues, t'es notre athlète, puis... C'est ça. Puis même à l'entraînement, si on te dit que nous, on veut que tu fasses juste 2 appareils, même si toute ta vie, tu as fait les 6...
C'est fini, là. Tu fais juste les 2 appareils-là, puis il n'y a pas de question, là. Il y a un gros manque de liberté quand Ouais, même. ouais, Est-ce que tu penses que tout le monde est conscient comme toi de ça? Cet aspect-là où il y en a qui rêvent tellement qu'ils plongent, puis qu'après... La réalité, encore une fois, moi, je veux pas mettre des freins nécessairement dans les roues pour d'autres sports, d'autres athlètes, maintenant, Québécois qui veulent aller aux States, parce que la réalité, je la connais pas dans d'autres sports, la réalité. Vraiment, là, très franchement, je la connais pas. Donc, je sais pas si c'est pareil, je sais pas si c'est un peu différent, il y a plus de liberté ou pas. La seule chose que je peux dire, c'est que je trouve qu'au Québec, maintenant, il y a des sports qui existent pour les athlètes, pour qu'ils restent au Québec, que ça soit... Je veux dire, si on est très transparent, on a des très bonnes universités là, au Québec. Là, je veux dire, ça, c'est très clair. Puis après, si on regarde du niveau financier, l'école ici coûte des fractions moins chères qu'aux States aussi. Puis comme je l'ai dit, avec les supports qui sont disponibles, qui t'aident à payer l'école, je trouve que c'est à prendre en considération. Avant de partir, c'est à prendre en considération. Après, je veux dire, j'ai eu aussi des bons échos là, d'athlètes qui sont partis aux States puis qui ont dit, écoute, j'ai vécu le rêve, j'ai un bon degree, maintenant j'ai fait mes études, puis ça paraît super bien. Je veux dire, quand tu gradues de Stanford, là, ça paraît super bien, c'est sûr que c'est cool, mais je pense qu'une carrière sportive, il y a comme un moment dans ta vie que tu peux la vivre comme tu le souhaites. Puis moi, j'ai choisi un peu cette liberté-là au-delà de ce certificat-là, du moins. Comment tu trouves ça, justement, ce que tu viens de dire, que ta carrière, il y a un moment où tu peux la vivre? On dirait que quand je pense aux athlètes, j'ai comme une empathie de me dire, tu sais que c'est vraiment pas le bon mot, mais une date d'expiration, tu sais. Mais c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai. Tu trouves ça comment? Mais je pense que c'est une bonne chose, honnêtement. C'est sûr que ça sonne triste un peu dit de même, puis surtout pour un gars qui dit moi c'est ma passion, c'est mon rêve, c'est ce que j'adore faire tous les jours. Mais la réalité c'est que ça te met en perspective puis en considération que chaque jour d'entraînement, qui des fois ça te tente pas, puis que des fois t'as mal, puis ces moments-là vont venir à une fin, à un certain point dans ta vie, dans ta carrière, puis ça va être terminé, puis tu vas vraiment look back, tu vas dire, Colin, ça me manque, tu sais, ça me manque ces journées-là, quand j'étais avec l'équipe, quand j'étais avec les gars, quand c'était pas facile, mais on continue à pousser, les bonnes compétitions, les moins bonnes compétitions, ça va nous manquer, ces choses-là. Fait que moi, je trouve que je l'utilise, puis j'en suis très conscient, mais je l'utilise un peu comme un carburant pour continuer à aller de l'avant, puis dire, hey, let's go, on mange dedans, on croit qu'on en profite, parce que, tu sais, mon temps est compté. Moi, je me rappelle, on dirait qu'hier, j'avais 16 ans, puis je faisais de la gym. Là, j'en ai 23, tu sais, je suis comme, Colin, ça n'a pas de sens, à quel point ça passe vite, c'est ridicule, right? Mais je pense que c'est important de le comprendre, ça, de le savoir. Tu te dis, écoute, hey, puis après, c'est libre à chacun des athlètes, là, mais mettons, quelqu'un dit, moi, écoute, vers 25 ans, je veux commencer une seconde vie, là, je veux aller ailleurs, mais tu te dis, de maintenant jusqu'à mes 25 ans, let's go. Tu sais, je pousse la machine, j'atteins mes objectifs, je vais sans relâche. Je trouve que c'est un beau facteur de motivation. Mais c'est juste vrai. En fait, c'est juste très, très vrai. Mais la réalité, je veux dire, tu peux quand même devenir après coach si tu veux rester dans le domaine. Il y a plein d'autres façons de rester dans le domaine du sport qui sont très attrayantes pour les athlètes, je pense. Mais c'est vraiment propre à l'athlète lui-même. Mais c'est vrai, ça l'amène beaucoup de clarté, tu sais, à place de te poser la question, parce que tu peux pas le remettre à... Tu peux pas te dire, ah ben là, je vais faire ma carrière professionnelle dans un bureau, là, pour donner un exemple, puis plus tard, je serai athlète, tu sais. C'est comme, c'est là que ça se passe, la portion athlète, alors que presque tout le reste dans nos vies, tu peux comme le déplacer. Ah, je vais avoir mes enfants plus tard, la maison, ça sera là. Exactement. Là, le sport, c'est là. C'est pour ça un peu que, tu sais, moi, ma décision là, au niveau de l'école, de l'éducation, j'ai voulu un peu pousser ça ou l'allonger parce que je me suis dit, l'école, je peux quand même toujours y aller. Puis, même si je reste en gymnastique, je peux même retourner au States. Si, mettons, ça me tenterait, je ferais pas ça, très franchement. Mais la gym, par contre, notre prime physique, mental, etc., ça a une date d'expiration. Fait que pour moi, c'était comme... Ça l'éclaircit les choix, je pense. Ouais. T'en profites au max. Est-ce que tu as vécu un premier deuil dans ton sport ou un premier échec qui t'a aidé à cheminer? Ou à date, là, ça va bien? Ah, j'en ai vécu plein. Je dirais plein. Ah ouais, non, mais parce que c'est clair. As-tu vu les Jeux olympiques? Non, j'ai pas écouté les Jeux olympiques. Sorry, la gang. Non, c'est pas grave. C'est moi qui me mets le pied dans la bouche. Non, mais c'est pas grave. C'est à cause que je dis ça parce que ce qui lui est arrivé, ça devait quand même être un... Ouais. Mais il y en a eu comme... C'est un parmi tant d'autres, là, les jeux. Là, je peux te l'expliquer rapidement, là, mais... Pour donner l'exemple des jeux, quand j'étais en finale all-around, j'étais comme 3e, j'allais à un de mes meilleurs agrès, comme je t'ai dit, il y a 6 agrès, j'allais à la barre fixe, qui est un de mes meilleurs agrès. Puis pendant ma routine, mon gant, on porte des gants,
pour les anneaux puis pour la Warfix. Il a cassé en deux, ce qui a fait en sorte que j'ai vraiment tombé de l'appareil très rapidement et très agressivement. Et donc, ça l'a vraiment un peu... ça a été un peu une descente aux enfers pour ma finale à ce moment-là. Bon, bien évidemment, j'ai continué la compé jusqu'à la fin. Mais c'est sûr que c'était comme une opportunité, surtout avec le classement qui était présent. L'élan que j'avais dans la compétition à ce moment-là était excellente. Et donc, ça n'a simplement pas abouti sur le résultat que j'espérais. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais la réalité, c'est que j'en ai vécu plein, des deuils sur plusieurs niveaux, que ça soit, je veux dire, une contre-performance qui est très normale dans le sport, ou que ça soit dire, aïe, j'ai commencé la gym avec ce gars-là. C'est toute ma vie, là, quand j'avais 8 ans. Puis là, quand lui, il a eu 15, 16, et on avait le même âge, ben, je vois qu'il s'éloigne du sport. Puis là, t'es comme, aïe, un jour, ça va être moi aussi. Puis là, c'est même pas moi, mais je suis comme un peu perdu pour lui. Puis je le vois cheminer. On est encore, mettons, amis ou on se connaît très bien, on se côtoie. Puis tu le vois à quel point, pour des athlètes qui connaissent, des athlètes de haut niveau qui ont mangé, dormi, que du sport pendant 10 ans, à quel point c'est dur de faire une transition adéquate, à quel point c'est dur de se retrouver dans le monde normal puis dire OK, je fais plus de sport, je vais à l'école ou je travaille, je fais quoi, je paye des billes, c'est vraiment... fait qu'il plein de sortes de deuil, mais certainement. Mais je pense que c'est très important d'en avoir. Je pense que ça nous aide à avancer. Donc, je les prends à bras ouverts. Pas tout le temps, pas trop, là, mais à bras ouverts quand même. On essaie de prendre des belles conclusions. Mais on dirait que ça rapporte encore une fois à... C'est un peu comme de l'entrepreneuriat, mais c'est toi, la business. Tu sais, t'es pas à l'abri qu'un compétiteur vienne te prendre une part de marché. Dans ton cas, ça a été le gant, ça a été... c'est plein de facteurs qui sont pas nécessairement hors de ton contrôle, puis ça peut virer de bord en une fraction de seconde. Absolument. Est-ce que tu sens que, justement, le sport t'amène une grande discipline, puis tout ça, parce que tu dis, il y a des facteurs qui sont hors de ton contrôle, mais moi, je trouve que, puis c'est vrai, mais je trouve que c'est une des plus grandes distinctions entre le sport puis le monde des affaires. En baignant dans les deux, je vois, parce que je trouve que dans le sport, tu as plus de contrôle, à vrai dire, sur des... Mais t'en as plus, mais quand t'es rendu à un haut niveau comme ça, tout le monde met les heures si t'es rendu aux Olympiques, je pense. En tout cas, là, tout le monde est bon, tout le monde est talentueux. Rendu à ce niveau-là, là, tout le monde a du talent, tout le monde a une équipe autour d'eux. Tu sais, l'équipe Canada, ils ont une équipe, chacun a des gens autour d'eux pour les aider. Fait qu'après, je pense que c'est plus là où... Ça tombe dans le non-contrôle. C'est ça, plus jeune, peut-être que là, justement, comme toi, tes parents ont fait le choix de t'aider et de te supporter, mais il y en a d'autres que non, fait que je sais pas. Exact. Mais je pense que la gymnastique, c'est quand même un bel exemple de sport qui est quand même beaucoup dans ton contrôle. Puis pour moi, c'est un des choix, là, vraiment, que, comme j'ai dit au début du podcast, j'ai fait du soccer, du hockey. Puis pourquoi j'ai changé de ces sports-là, c'est parce que c'est des sports d'équipe. Puis j'aimais pas ça, perdre ou vivre des échecs qui n'étaient pas en raison de mes propres performances, qui n'étaient pas entre mes mains. C'est pour ça que j'ai commencé à faire de la gym très jeune. J'ai dit, moi, j'adore ça parce que si je rate, c'est à cause de moi. Si je réussis, c'est à cause de moi. Fait que c'est vraiment comme... C'était quelque chose qui venait beaucoup me chercher à un jeune âge dans le sport. Mais je pense que, bien évidemment, à un très, très haut niveau. L'exemple du gant, je veux dire, c'est malheureux, mais ça arrive très, très rarement. Je veux dire, honnêtement, ça arrive quasiment jamais. Là. C'était vraiment une question de circonstances terribles. Là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui arrive au quotidien à tout le monde, là. Même je veux dire, aux athlètes de haut niveau en gymnastique. Là, ça arrive, mais c'est très rare, surtout aux Jeux olympiques. C'est comme... Les étoiles sont vraiment alignées pour dire Félix, aujourd'hui, c'est pas ta journée. Ça sera les prochains Jeux. Exact. Comment tu l'as vécu dans ce moment-là? J'ai essayé de décrire ce moment-là plusieurs fois dans plein d'entrevues. C'est difficile. C'était beaucoup en même temps. C'était beaucoup. Je veux dire, pour moi, t'essaies de comprendre ce qui se passe. C'est une déception très rapidement parce que tu te dis, tu te ramasses à terre. Puis en tant que gymnaste, on sait qu'une chute de l'appareil, c'est un point. Un point en finale, c'est semi-rattrapable, là, très franchement. Puis là, j'étais en 3e position. Fait que, tu sais, vite fait, là, je viens à la conclusion que ça commence à être barbecue chicken. Là. C'est pas bon. Là, tu comprends? C'est vraiment pas bon. Et donc, mais dans ma tête, quand j'étais à terre, c'était comme un peu flou. Mais là, j'ai vu tout le monde se lever, clapper des mains comme un standing ovation. Puis là, j'étais comme, Colin, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais même pas si c'était pour moi ou pas. Je comprenais pas. Puis là, je regarde autour de moi, il y avait plus personne qui compétitionnait. J'étais tout seul là, à y aller. Là, t'sais. Fait que là, je me sentais comme tout mieux, là, d'un coup. J'étais comme un peu comme Colin, OK? C'est là que t'as fait ta photo. Là, ouais, c'est à ce moment-là, ou c'était après la 2e performance.
Je pense que c'était à ce moment-là. Mais tu vois que j'avais comme du sang. Au début, je comprenais comme pas trop ce qui se passait. Très franchement, là, j'étais un peu sonné aussi. Mais rapidement... Ça doit être l'adrénaline next Ah ouais, level, mais adrénaline là. à côté. Parce que déjà, adrénaline quand je suis dessus, mais ça. adrénaline quand je fly out, là, tu sais, j'arrive un peu n'importe comment. C'était quelque chose. C'était beaucoup d'émotions. Tu sais, je te dirais que sur le moment, c'était beaucoup plus de négatif quand même que de positif. Après, je te dirais que 10 minutes après, c'était encore plus de négatif parce que là, ça redescendait, puis j'arrivais pas à regarder autre chose que le scoreboard. Puis je me disais, genre, Colin, tu sais, je peux pas croire qu'à un de mes meilleurs appareils. Puis ce que j'ai dit à plusieurs entrevues, là, on dirait que mon cheminement au Jeu de Paris était tellement compliqué, tellement rempli d'embûches. Puis pourtant, généralement, j'ai des bonnes préparations en général, là, puis c'est plutôt smooth. Je suis un gars qui pousse à travers les blessures. Je performe quand même bien avec des blessures. Mais celle-là, je l'avais vraiment pas eu facile. Fait que on dirait que je pouvais pas m'enlever de la tête comme Colin. On dirait que je suis maudit. Là, puis c'est à Paris 2024 que ça se passe. Fait que c'était sûr que c'était compliqué, mais vraiment, mettons 1 heure, 2 heures, 3 heures après la compé, j'ai eu tellement de love, tellement d'appréciation face à ce que j'ai fait, face au fait que j'ai continué. Que j'étais comme, au moins ça a pu servir d'un certain exemple, ça a pu avoir un impact positif, fait que ça m'a un peu réconforté de cette façon-là, mais la réalité est que moi, quand je suis au jeu, quand je performe en général, je le fais pour gagner, je le fais pour avoir des bons résultats en premier lieu. Après, si je peux inspirer les gens, c'est sûr que c'est une fierté pour moi, ça fait un plaisir. Mais c'est sûr que c'était un bitter taste, c'était un goût amer quand je suis sorti de Paris. Mais ça m'a motivé à continuer puis à avancer. Donc, c'est qui est autour de vous dans ces moments-là? Avez-vous des psys sur place pour ça? Tu peux avoir accès à des psys. Il y en a sur place. Moi, je ressentais pas le besoin, mais moi, j'ai déjà eu des psys sportifs, là, surtout quand j'étais plus jeune, là, en adolescence, qui m'ont beaucoup aidé. Mais mentalement, j'ai toujours été quelqu'un d'assez fort, assez ancré sur ses valeurs, sur ses prises de position. Donc, à ce moment-là, c'était plus, je voulais vivre le moment, comprendre ce qui s'est passé, puis après, c'était comme... On to the next. J'imagine que tes amis aussi, ton équipe. Oui, absolument. Ben, j'avais comme mon équipe qui était toute encore là, qui, eux, ont assisté à ce moment-là absolument rocambolesque. Donc, c'est sûr que ça fait du bien d'être avec ces gars-là. Puis la réalité, c'est que je voyais ces gars-là tous les jours pendant 4 mois, là, je te dirais, avant les Jeux. Là, puis on voyageait, on compétitionnait ensemble, Belgique, tout ça, en France. Puis, fait qu'on a construit vraiment un brotherhood très, très, très serré. Fait que ça faisait plaisir d'être avec eux dans un moment plus difficile. Mais au bout de la ligne, j'ai vraiment essayé de tout le vivre. J'ai comme essayé de tout le ressentir, tout le vivre. Puis j'en ai tiré des conclusions, puis après, j'ai continué d'avancer. Et puis, tu sais, je pense que c'est bien parce que si on fait le parallèle avec l'univers des affaires, puis c'est quoi un bon leader, puis tout ça, tu sais, un bon leader, c'est quelqu'un qui a de l'humilité, qui a de la fierté, qui est courageux, puis tout ça. Fait que c'est sûr qu'on t'aurait tout souhaité que ça t'arrive pas, là, clairement, mais comme c'est arrivé, tu t'es relevé, t'as quand même eu une belle réaction, puis tout le monde, ça les a attachés à toi, tu sais, puis ça montre que t'es humain, puis comme il y a des choses qui arrivent, puis tu vas avoir encore plus de support pour le futur. Mais la question qui me vient, c'est, dans un moment comme ça, est-ce que toi, tu penses aussi à, mettons, tes partenaires, tes commanditaires, ou ta tête, elle va zéro là? Ben, au moment que j'étais au sol, je te garantis que je pensais pas à aucun commanditaire. Tant mieux! Bonne nouvelle! J'étais plus en mode survie. Mais la réalité, c'est sûr que ce moment-là, parce que tu m'as posé aussi la question, tu sais, à quel moment, plutôt dans l'entrevue, là, que mes réseaux ont take-off. Ça, c'était un bon exemple que, tu sais, après cette chute-là, le téléphone il sonnait, le monde était comme hey, c'était fou. Puis, comme je l'ai dit, c'est une question de perspective, dans le sens où les premières entrevues que j'ai données après ce moment-là, c'était comme Félix, t'es un héros. T'es un exemple. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme c'était un échec. J'étais comme, j'avais comme pas encore compris comment les gens l'avaient perçu. Moi, dans ma tête, puis après, ce que j'ai répondu, c'est qu'en tant qu'athlète de gymnastique, puis en tant que Félix Dolcy, moi, mes valeurs, qu'est-ce qu'on m'a inculqué, ce dont ce que je prône au jour le jour, c'est de continuer, c'est d'avancer, c'est de se battre. Fait que pour moi, c'était comme un peu naturel de continuer, mais les gens l'avaient vu vraiment comme, vraiment quelqu'un de très courageux, confiant, qui veut inspirer. Puis comme j'ai dit, j'ai tellement apprécié ça de la part de tout le monde qui m'entourait. Mais après, je veux dire, j'ai gagné 100 000, 130 000 followers sur Instagram en genre 2 jours. Là, c'est crazy. Comment tu te sentais de vivre ça? Ben honnêtement, je comprenais pas trop. Là. Au début, j'étais comme Colin. Je pense que j'ai rentré à Paris, j'avais 100, quelque chose comme 130, 120 000 abonnés, mettons, une affaire de même.
Puis je suis sorti, j'avais 200 quelque chose, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, Colin. Puis là, t'as tout le monde qui t'envoie des messages, les emails, bombarde les marques. Là, mon équipe, là, ça sonne. Là, Félix, il y a ci, Félix, il y a ça. Puis là, moi, en même temps, je venais tout juste de... C'était comme ma dernière performance aussi, là, tu sais, au jeu. Fait que j'avais terminé officiellement. Tu sais, il n'y avait plus d'autres qualifs ou de finale là, disponibles pour moi. Fait que là, j'ai juste ça à faire, là, sur mon téléphone un peu, là, puis de regarder qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est sûr que c'est un peu... c'est pas étouffant de façon très négative, quand même étouffant parce que c'est la réalité, mais c'est là que j'ai dit, OK, wow, tu sais, mettons, quand j'ai fait la pause de même, tu sais, les gens, je vais acheter cette photo-là, nanana, ils veulent les droits, puis là, il y a des compagnies qui veulent prendre ça. Fait que là, tu dis, OK. Fait que là, toute l'équipe autour de moi, puis une des raisons pourquoi sont essentielles, c'est que c'est à ce moment-là, quand je suis à Paris, non seulement je voyais tout ça se dérouler, mais j'étais comme pas dans le beat de vouloir engager là-dedans, juste à ce moment-là. Tu sais, j'étais vraiment comme, écoute, il me restait 3 jours dans le village olympique, 3-4 jours. Pour moi, c'était comme difficile quand même, comme j'ai dit, sur le coup. Fait que j'étais plus, tu sais, occupez-vous-en. Puis Mais c'est genre, laissez-moi savoir qu'est-ce qui se passe dans 2-3 jours, là, tu sais. Tu dois t'en souvenir. Je vais regarder un peu comme Instagram, dans un tu sais. rêve. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, ça sonne un peu comme tu t'en souviens comme un rêve de ça. Ouais. Quand t'as rêvé à quelque chose, puis là, Ben, tu te réveilles à un moment donné, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai vécu tout ça. Comment tu Ouais, sais? c'était weird. Puis tu sais, moi, de la façon que je le vis comme ce rêve-là, là, c'est quand... Si je scroll assez, mettons, dans mes liens, parce qu'à ce moment-là, je me suis fait bombarder, mais comme pas possible. Puis moi, je suis toujours un gars qui a cru en... C'est important de répondre aux gens, tu sais, c'est important de leur dire merci. J'ai tellement eu de beaux messages, vraiment des beaux messages, là. Des gens super bienveillants. Pour moi, c'était super important de répondre aux gens, de dire hey, merci, j'apprécie, content que ça allait pu te motiver ou peu importe ce dont le message comporte. Et donc là, j'ai essayé de répondre. J'ai jamais réussi à répondre à tout le monde, ok, très, très, très clairement. Puis c'est quand si je scroll là, dans tout, jusqu'au moment de Paris, là, en 2024, été 2024, c'est là que je me dis comme, hey, je peux pas croire. Le monde qui m'ont texté, puis 2, le nombre de monde qui m'ont texté. Ouais. Parce que même à ce moment-là, j'ai des... Je pourrais pas te nommer. Mais tu sais, du monde, tu te dis comme Colin, il y a comme, je sais pas, 13 millions d'abonnés, c'est comme une big star ailleurs dans le monde ou whatever. Genre, tu sais, pourquoi? Il disait, hey, je t'ai vu à la Je suis télé. curieuse, là. Je t'ai vu à la télé. Non, mais. Ouais. Ça te en tout cas, dépasse. tout ça Non, pour c'est dire, ça. tout ça pour dire. Mais pour moi, c'était pas comme. Ben, c'était spécial. C'est sûr que c'était Ouais. très spécial. Puis au début, je me dis comme, hey, Colin, pourquoi il prend le temps de me dire ça? C'est bien gentil, tu sais. Fait que là, je réponds. Fait que c'est sûr que quand je regarde ces choses-là, maintenant, aujourd'hui, je me dis, aïe, parce que clairement, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, je me fais pas bombarder de 10 000 messages. Peut-être une couple d'emails, mais peut-être pas 10 000 DM là, par jour. Là, mais à ce moment-là, c'était ça, tu sais. Fait que c'était capoté. Mais genre, tu sais, c'était très positif, c'était gentil. Puis c'était comme tellement de love, comme je l'ai dit. Là, c'était vraiment positif. Beaucoup d'émotions. Beaucoup comme tu d'émotions, exactement. Mais tu sais, au bout de la ligne, quasiment, c'était comme un mal pour un bien. Parce que la réalité, c'est que ce moment-là m'a aussi rapporté de la notoriété, des dollars très certainement, plein d'opportunités, des yeux partout à travers la planète. Fait que tu sais, je me dis, c'est sûr que si tu me disais, Félix, on retourne dans le temps, OK? Puis ton gant, il casse pas, mais tout le aftermath là, qui s'est passé après que ton gant, il casse, ça non plus, tu dois faire un choix. T'sais, est-ce que ton gant, il casse, puis tu as tout ce qui vient après qui était positif, ou ton gant, il casse pas, puis tout ça ne s'est jamais déroulé? C'est sûr qu'en tant qu'athlète, vraiment, dans mon cœur, je dis, c'est sûr que je voudrais que mon gant, il casse pas. Parce que moi, médaille olympique, c'est ça que je veux. Plus que l'attention de quiconque, là, très franchement, mais ça a quand même viré en étant une certaine victoire là, en tant que telle. Là. Mais après ça, à tes prochains jeux, le jour où là, tu vas la gagner ta médaille, là, tu vas dire, là, mes premiers jeux, là, c'était la bonne affaire. Exact. Je peux imaginer, je peux pas comprendre, mais je peux imaginer. Fait que finalement, dans ce moment-là, la portion qui touche à ta carrière, tes commandites, tout ça, bon, clairement, c'est pas ta première réflexion, mais quand on vient à ce sujet-là, ça a quand même apporté du positif. Ouais. Finalement, ça t'a apporté des opportunités, puis tout ça. Absolument. Puis pour moi, c'était comme la première fois aussi dans ma carrière que j'ai dit, OK, je prends un 2... Ben, j'ai même pas pris un 2 semaines, mais je prends comme une semaine pour justement décrocher un peu, puis juste vivre un été. Donc, un été d'une semaine. Oui, exactement. La première de ta vie. Non, mais comme vraiment, je me suis entraîné, puis très franchement, je pense que depuis, il y a eu la COVID, où que je me suis pas entraîné pendant comme 3 mois parce que tout était fermé.
Mais avant ça, j'ai jamais dans comme ma vie pris plus qu'une semaine de vacances. Puis très souvent, j'en prends juste pas. Là. Je vais quand même aller au gym, ça peut être plus soft, mais j'en prends juste pas. Là, à ce moment-là, après les Jeux, j'avais pris comme une semaine et demie. Puis quand j'étais revenu au gym aussi, je prenais ça vraiment relax là, pour quasiment un mois. Et donc, j'en avais profité pour justement vivre un peu l'après-jeu. Fait que j'ai vraiment, que ce soit des événements, des opportunités, des partenariats. J'ai eu un de mes agents maintenant avec qui je suis en relation à LA qui m'a invité. J'ai appris à le connaître. Des partenariats aussi aux États, aux States. J'ai fait le Fashion Week à New York. Fait que c'était comme. On dirait pas une semaine, cette affaire-là. On dirait un an, là. Comme non, mais comme je t'ai dit, c'était vraiment pacté. C'est ça. Mais comme même dans la semaine que j'ai repris, le mois que j'ai repris, là, je pense que c'était quasiment direct après les Jeux. Je venais à l'entraînement, je m'étirais un peu, puis si j'avais quelque chose, comme je partais. Généralement, moi, dans la vie, je dis aux gens, s'ils veulent faire quoi que ce soit, si j'ai un plan, si je dois faire un projet, j'ai mon entraînement de telle heure à telle heure, on fait ça après. C'est comme, peu importe c'est quand, après. Là, c'était comme, si c'était à midi, puis mon entraînement, il monte jusqu'à 5h PM, à 11h, je pars pour aller faire cette affaire-là, ou peu importe c'était quoi. Donc, comme je me suis vraiment permis de tout voir ces opportunités-là, puis c'est ça qui était fou, Puis pour moi, je me suis dit, Colin, moi, j'étais habitué d'être dans un gym, là, un jeudi, pas au Fashion Week à New York. Donc, c'était clairement très spécial. Puis c'est un des moments, justement, ça a comme ouvert les grandes portes pour, c'était plus comment le petit partenariat ici et là, ou comme on essaye de faire de quoi, là, c'était vraiment plus des plans concrets, on disait non, là, c'est rendu, on disait non. Puis comme athlète, comme on pourrait en parler plus, mais au début, comme athlète, j'ai dit, c'est possible d'avoir du support, du soutien, mais c'est pas facile. Puis il n'y en a pas nécessairement des tonnes. Fait que quand tu peux en avoir, souvent, tous les athlètes disent, OK, let's go. Ils veulent pousser dans cette direction-là. Donc pour moi, c'était plein de nouvelles choses là, qui se sont ouvertes à moi. Puis là, après, avec le temps, tu t'habitues, tu gagnes un peu de l'expérience. Puis moi, j'étais chanceux. Je me vois comme étant très chanceux parce que je trouvais que j'étais très bien entouré. J'avais déjà mon équipe établie autour de moi avant ce moment-là. Fait que, parce que j'ai l'impression que si j'étais un peu un électron libre, ça aurait pu être plus compliqué là, pour moi, définitivement. Là. Donc à ce niveau-là, j'étais bien. Est-ce qu'il y a une certaine pression quand ton revenu dépend de tes performances ou pour toi, tes performances, je veux dire, si tu penses pas à ton revenu en premier, tu penses à ta passion? Ben, c'est sûr qu'il y a une pression. Ce serait de mentir que dire qu'il n'y aurait pas de pression, autant pour moi que pour les autres athlètes. Pour te donner une explication vraiment bref, comment la majorité des athlètes en gymnastique canadien, puis ça, c'est les athlètes au sens large là, des sports olympiques là, qui vont gagner leur vie, c'est qu'avec le support gouvernemental qu'on va appeler carding, le APP, c'est il y a seulement un nombre limité d'athlètes. Tout dépendamment des sports, c'est différent pour chaque sport du nombre d'athlètes qui peuvent être subventionnés, mais il y a un nombre limité d'athlètes qui peuvent être subventionnés. Et ça, c'est un peu discrétionnaire à chacune des fédérations. Fait que pour exemple, nous, la fédération de gymnastique, vont donner des critères chaque année qui peuvent un peu varier. Généralement, ça ressemble à la même chose, mais ils peuvent un peu varier pour un peu dire comment devenir un athlète subventionné. Nous, très clairement, on a 8 places dans tout le pays. Tout le pays. 8 spots. Fait que tu as 8 gars au bout de l'année, là, à la fin de l'année, qui sont subventionnés par le gouvernement, puis le reste, ça dégage. Ça, c'est pour un an. Ça, c'est pour un an, sauf selon quelques critères. Si tu arrives à atteindre vraiment les top critères, tu peux avoir 2 ans d'affilée sans avoir à te reprouver l'année d'après. Mais la réalité, c'est qu'une grande majorité de ces 8 personnes-là doivent se prouver. Ben, mettons que je l'ai cette année, mais l'année prochaine, je vais encore le prouver. Pour rester sur ce cycle-là. Là, puis qu'est-ce qu'ils font s'il y a plus que 8 gars qui s'approchent des critères ou ça arrive pas? Ben, en fait, c'est que c'est justement, puis c'est là que c'est à ce moment-là que des critères comme ceux-ci doivent être très bien écrits, très bien définis, parce que c'est 8, c'est pas 9. Donc, tu sais, quand eux, ils ont le budget qui tombe là, au début de l'année, ils vont dire OK, parfait. Puis là, ça va être en termes de pointage, très clairement. Bon, bien évidemment, s'il y a des désaccords au niveau des athlètes, tu peux faire des appeals, tu peux aller en cours, il y a des moyens de, bon... Est-ce que ça se passe souvent, ça? Des gens pas contents qui sont comme, hey, pour vrai, c'était lui qui devait avoir ça se passe, cette bourse. Ça se passe. Je dirais que ça se passe. Que l'année passée, ça s'est passé. Ça dépend. Des fois, c'est une question de date. Des fois, c'est comment les règles ont été écrites. C'est un peu nébuleux. Fait que des fois, il y a des gens qui jouent un peu aussi là-dessus. Si t'es comme 7-8... puis vous êtes proche, puis il y a peut-être une affaire qui était comme pas trop nette, ou tu sais, au niveau des points, des fois tu peux aller gosser, mais parce que je pense que c'est pas vraiment méchant de la part d'aucun des gars, c'est juste que la réalité, c'est que certains athlètes
définitivement ont besoin de cet argent-là pour continuer. S'ils ne l'ont pas, c'est fini. c'est peut-être fini, là. Tu sais, vraiment, là, très franchement, malheureusement. Puis je donne l'exemple qui est excellent, mettons, on parlait d'NCAA au début. Nos athlètes ontariens qui sont allés aux States, maintenant, ils désirent revenir au Québec parce que la grande majorité maintenant des athlètes en gymnastique masculine sont au Québec. On en est très fiers. Ils désirent venir s'installer ici. Mais ils n'ont pas fait, mettons, assez de compétition, ils n'ont pas ramassé assez de points pour devenir des athlètes subventionnés, même s'ils sont très talentueux, très bons. Fait que des fois, ils vont pas gagner les subventions. Fait qu'ils disent, Colin, je peux pas venir au Québec, m'entraîner avec les meilleurs. Fait que ça l'affecte grandement leur cheminement puis leur carrière. Fait que ça peut faire une très grosse différence. Puis surtout, comme j'ai dit, tu as 8 gars. Puis chaque début d'année, un peu, c'est comme, OK, les gars, let's go. Souvent, on a une bonne idée, c'est qui les 8. C'est souvent les mêmes, généralement. Pas tout le temps, souvent. Le 8, 7, 8, 6, des fois, ça peut changer. Les premiers, généralement, c'est les mêmes. Mais c'est ça. Puis ces subventions-là, c'est comme un montant fixe ou ça paye l'entièreté de X type de dépenses? C'est un montant fixe, très clairement. Là, ce que je vous dis, c'est de l'information publique, là, de toute façon. Fait que c'est pas, exact. Mais c'est non imposable, c'est un montant fixe. Je te dirais que tu peux même en toucher aussi, parce qu'on en parlait plus tôt quand tu es junior, mais ça va être comme une demi, ou une demi d'une demi, dépendamment que tu as scoré où, là, justement, dans ces spécifiques critères-là. Mais c'est très clairement, c'est pas assez pour vivre. Là. Je veux dire, à Montréal, mettons que tu as un appart, tu as un auto, tu as un véhicule, tu manges tous les jours comme quelqu'un de normal. Plus tu payes ton sport, ton loisir, puis t'essayes d'aller au cinéma, mettons, une fois par mois, là, je sais pas, là, mais... Est-ce que c'est pas, vous, les athlètes, qui vous occupez de payer toutes vos compétitions dans tous ces autres pays-là, ou c'est pas vous qui portez cette charge? Ben là, ça dépend. T'es rendu où dans ton cheminement en tant qu'athlète? Moi, je suis très fortuné, très chanceux de dire que une grande majorité de mes compétitions sont pris au niveau de l'équipe canadienne. C'est eux qui s'en chargent. Puis pour moi, où je suis rendu, j'ai pas le désir de compétitionner juste pour aller payer pour des compétitions puis faire des compétitions. Donc, je le fais pas, tout simplement. Puis, tu sais, j'ai même la chance maintenant de me faire vraiment payer là, pour compétitionner. Fait que je préfère vraiment opter pour ces options-là. Puis c'est sûr qu'il y a un côté financier stratégique qui s'attache à ça, mais généralement, les compétitions les plus pertinentes, même pour les athlètes de l'équipe canadienne, ça va être des grosses compétitions et les grosses compétitions seront couvertes par l'équipe canadienne en grande majorité. L'équipe canadienne, ça pique ma curiosité. Là, comme, c'est quoi ce processus pour entrer dans cette équipe? Vous êtes combien? C'est quoi le contexte? Ben, c'est une très bonne question. Je dis l'équipe canadienne, mais la réalité, c'est comme moi, je fais partie de l'équipe canadienne seulement quand je suis... aux Jeux panaméricains ou aux Commonwealth Games ou aux Jeux olympiques. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le COC. Mais la réalité, c'est qu'en dessous du COC, le Comité olympique canadien, par exemple, ben, tu as toutes les fédérations de tous les sports. Fait que, mettons, je sais pas, je veux dire Water Polo Canada. Pour nous, c'est genre Gymnastique Canada. Puis l'équipe canadienne, c'est quand Gymnastique Canada te prend dans leur équipe. Puis c'est un peu le même principe que les subventions gouvernementales, eux, vont décrire des critères de points, très généralement. C'est très technique, là. Je pourrais pas te dire les points, ça donnerait pas une bonne idée, mais des critères de points à atteindre au travers l'année sur une panoplie de compétitions. Puis lorsque l'année est complétée, si tu as atteint les critères, ben, tu intègres l'équipe Canada, tout simplement. Et à ce moment-là, ben là, tu as une chance d'être sélectionné une fois que tu auras fait des sélections pour potentiellement faire des grosses compés comme je disais, là, les Jeux olympiques, les Commonwealth Games, les ci, les ça. Mais c'est un peu eux qui vont donner des assignations. Fait qu'ils vont dire, OK, aujourd'hui, on a regardé un peu toutes vos performances. Là, je parle, mettons, après une grosse compé canadienne, là, nationale. Ils disent, OK, vous, on va vous envoyer en Allemagne à cette compé-là. Vous, on va vous envoyer là à cette compé-là. Vous, là. Puis je pense qu'en tant qu'athlète, lorsque tu as une certaine notoriété, un certain temps dans l'équipe, puis tu as un certain poids en termes de c'est moi qui ramène les meilleurs scores. Des fois, tu as un petit peu plus ton mot à dire, mais ça dépend de tes relations. Puis c'est là que ça devient c'est là que ça devient un peu politique, un petit peu plus... ça devient un peu plus politique, un peu plus social, mais ça fait partie de la game. Puis de la politique, ça, il y en a dans tous les sports. Donc, mais c'est un peu comme ça là, pour démanteler tout, là, que ça fonctionne. Puis tu disais que la subvention, c'est pas assez
tu sais, pour vivre. Non. Fait que c'est quoi, dans le fond, les autres sources de revenus de la majorité des athlètes? Parce qu'on comprend que toi, tu as la création de contenu aussi. Absolument, Mais sinon, absolument. tu dirais... Ben, en fait, je vais essayer de donner un exemple d'athlètes québécois. Là, comme je l'ai mentionné, je pense qu'on est chanceux. On a accès à plusieurs bourses, que ce soit des bourses de la ville d'où on provient. Bon, j'ai pas de très bon exemple pour la ville de Montréal parce que je n'étais pas montréalais en grandissant, mais je suis sûr qu'il y en a qui sont disponibles à Montréal. Moi, j'en avais à Laval. Il y en a un peu dans toutes les villes. Après, au niveau de la province aussi. Puis tu as encore des plus grosses fondations comme qui me vient à l'idée, le CanFund, qui est une énorme fondation très bien connue chez les athlètes de haut niveau, qui donne quand même des bourses quand même de 8 000, 10 000 qui tournent autour de ça. Puis ça, c'est tout l'argent des bourses, généralement, qui est aussi non imposable. Fait que ça, pour les athlètes, ce qui est bénéfique, ce que j'aime appeler le cheat code, c'est qu'une grande partie des revenus seront non imposables. Bien évidemment, pas tous, mais une bonne partie des revenus, ce qui permet un peu aux athlètes de pas payer d'impôts, de gagner de l'argent net, qui au bout de la ligne, très franchement, je pense qu'un athlète qui excelle dans son sport au niveau canadien, mais aussi au niveau international définitivement, qui a les subventions, qui a une bonne année de performance, qui réussit à aller chercher ses bourses. Puis encore là, quand je dis aller chercher, c'est pas des gens qui vont cogner à ta porte et qui te donnent une bourse. Hein. Je pense que ça, c'est très clair. Il faut que tu ailles faire tes recherches, il faut que tu fasses tes applications, il faut que tu appliques partout. T'sais, moi, littéralement, j'ai comme une liste là, d'applications que chaque année, là, je retourne à travers. Puis tu appliques, des fois tu as elle, des fois tu l'as pas, des fois tu as l'autre. Fait que ça dépend de tes performances, encore j'ai dit, académiques ou sportives, si tu es encore à l'école. Mais je pense que au niveau du net, un athlète, je sais pas, donner un ballpark, je pense que tu peux faire un 50 000, un 55 000 peut-être. Ça dépend des années, ça dépend un peu de qu'est-ce que tu fais. En revenu, mais là, tu sais, comme le 8-10 000 que tu parles, mais là, il faut peut-être passer un mois en Allemagne, 10 000, mais puis tu n'as pas de revenu pour payer ton loyer, ton char. C'est exactement ce que je te dis. Puis je veux dire, moi, je donnais l'exemple, je l'ai dit au début du podcast, de la gymnastique, c'est comme... Tu sais, au début, quand j'étais jeune, ça coûtait un peu plus cher. Parce que là, maintenant, bon, il y a beaucoup de choses qui sont quand même pris en charge par l'équipe canadienne ou l'équipe Québec, peu importe, mais c'est quand même plusieurs milliers de dollars, 8 000 par année, juste en frais de club, là, par exemple. Là, fait que ça reste des dépenses que pour être là, tu gagnes un peu ta vie en étant athlète, mais tu dois payer aussi à certains endroits. Fait que c'est comme un peu contre-intuitif à ce niveau-là. Puis comme tu l'as mentionné, je veux dire, quand t'as, je sais pas, moi j'ai 23 ans, peut-être que moi je compétitionne, puis je m'entraîne avec des gars qui ont 25, ils vont se marier, mettons, l'année prochaine, ils veulent avoir des enfants à 28, ils veulent déménager dans un 4,5, je sais pas, une maison peut-être. Tu te dis, hey, ça commence à être compliqué. Bon, comment on fait ça? Ben, je veux rester dans le sport. Fait que là, je dois trouver, est-ce que je vais travailler? Est-ce que je fais un part-time? Parce que ça aussi, c'est une réalité. Tu sais, on a des gars qui n'ont pas réussi, par exemple, d'être sur les subventions gouvernementales, fait qu'ils ont zéro. Mais ils ont des bons degrees, c'est des gars super intelligents, mais ils doivent travailler comme un temps plein puis s'entraîner. En espérant rester athlète de très, très, très haut niveau, tout en réduisant ses heures d'entraînement de façon significative pour travailler, gagner sa vie et payer pour ces dépenses-là. Donc, c'est comme un balancier qui est très, très dur. Puis c'est pour ça que moi, je dis tout le temps que je me compte extrêmement chanceux parce qu'à un très jeune âge, chanceux, mais j'avais vraiment un objectif puis un plan très précis, ce qui m'a, personnellement, je pense que ça m'a sauvé, ça m'a énormément aidé. Je savais qu'à 16 ans, je pouvais rentrer dans ces braquettes-là de subventions gouvernementales. Je me suis dit, moi, c'est exactement ça que je vise. Boum, je l'ai eu. Je me suis assuré que je l'ai eu absolument à chaque année. Après, comme je l'ai dit, moi, j'ai comme ma liste. J'applique aux bourses qui, pour moi, sont adéquates, qui, pour moi, auxquelles, en fait, je suis éligible, tout simplement. Et t'essayes, justement, d'avoir tout le support que tu peux. Par la suite, là, depuis que j'ai développé tout mon autre côté, au côté des affaires de l'influence, c'est sûr que c'est comme un game changer, mais c'est pas tous les athlètes qui ont accès à ça. Puis là encore, lorsque tu arrives à ce niveau-là de faire de l'influence, là, c'était comme un côté de la fiscalité que j'avais pas en étant athlète qui rentre en ligne de compte. Fait que là, tu dis, OK, attends un cas compliqué. Oui, c'est ça. L'athlète non imposé, puis là, l'influenceur, il faut trouver qu'est-ce qui est imposé. Exact. Fait que là, tu te dis, là, je fais quoi? Parce que les premières années, j'étais comme, attends une minute, ça paraît bien cool, mais là, j'étais comme, crime binge, c'était comme... Non, c'est un autre de zéro, job, de payer zéro d'impôt à comme, genre, c'est comme moyen. Mais il y a vraiment un pire problème que ça dans la vie, là, très franchement. Puis moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est sûr que ça, c'est un exemple de faire de l'influence qui peut être lucratif pour plein de Québécois, mais bien évidemment pour les sportifs. Puis moi, je pense que les sportifs ont tellement un mode de vie unique en son genre. C'est des gens aussi spéciaux, que ce soit physiquement, mentalement. Ils ont définitivement une perspective de la vie qui est
hors du commun, donc Ouais. ils ont définitivement quelque chose à partager. Donc, je pense que ça peut être une bonne voie pour certains athlètes, mais par la suite, comme je l'avais mentionné plus tôt, moi, je fais des ligues professionnelles en Allemagne, en France, j'essaie d'intégrer des ligues en Italie. Fait qu'il y a des ligues de sport professionnel aussi qui sont un peu disponibles pour des gymnastes. Je sais pas, je sais que c'est le cas dans d'autres sports, mais je sais pas si c'est le cas dans tous les sports. Fait qu'il y a plusieurs moyens quand même là, pour gagner sa vie. Après, si tu fais des Coupes du Monde, tu as des bons résultats. Ça aussi, c'est payé par le comité international. Fait que, tu sais, tes résultats, les bourses étudiantes, gouvernementales, est-ce que tu veux faire de l'influence ou un job en temps partiel, une business, ça aussi, ça peut très bien marcher, tu sais, si En ça, étant ça olympien, va une avec les business, gens. on dirait que je vois pas comment ça. Il y en a dessus. Écoute, tu ris, mais moi, j'ai rencontré des gens qui sont impressionnants. Ah ouais? Impressionnants. Moi, un de mes plus grands, j'ai envie de dire, un de mes plus grandes influences, un de mes plus grands role models, c'était un gymnaste allemand, OK? Il s'appelle Puis comment? Il s'appelle Andreas Brettschneider. C'est cet homme, je l'admire de plusieurs façons. Je l'ai rencontré en raison de mes ligues professionnelles en Allemagne, en Europe. C'est lui qui m'a comme fait rejoindre son équipe. Fait que je compétitionne pour lui, là, essentiellement, Wow. pour son équipe. Mais ça a été un Allemand qui a été une légende dans le sport de la gymnastique, qui a fait dans les plus gros mouvements possibles à la barre fixe, qui pour moi aussi est un de mes appareils favoris. Puis en fait, en gym, quand tu fais un nouveau mouvement, ça prend ton nom. C'est comme si tu crées un élément. Bref, OK. lui, il a fait ça. Fait que vraiment, il a été reconnu là, mondialement comme étant un des meilleurs athlètes de gymnastique à la barre fixe, spécifiquement. Et lui, après, présentement, il y a plusieurs compagnies, mais c'est un homme d'affaires vraiment accompli. Il est pas si vieux, puis il a pas eu la vie facile non plus. Tu sais, maintenant, je le connais beaucoup mieux. Je sais un peu son parcours, mais je veux dire, tu sais, lui, il possède un hôtel. Il y a eu des compagnies. Tu sais, pendant la COVID, il a fait des tests en Allemagne. Tu sais, pour donner un exemple, je pense qu'il y a 36 présentement. Mais tu sais, je veux dire, il y a eu des connexions de partout, mais c'est un gars qui a eu le même parcours un peu que moi, tu sais, qui a adoré le sport, qui a foncé de tête baissée, qui est devenu, tu sais, qui était bon, qui a performé aux Olympiques, qui a fait plusieurs Olympiques, tu sais, des championnats du monde, tu sais, à tour de bras, mais qui a quand même, tu sais, il est resté à l'école, il a eu un degree qui, au bout de la ligne, il n'a pas tant nécessairement utilisé parce que lui, au niveau de l'Allemagne, là, tu sais, il voulait vraiment apprendre la fiscalité. Là, Okay. dans leur pays, c'est vraiment plus compliqué, encore plus qu'au Canada, la fiscalité. Fait que lui, il voulait apprendre ça pour justement être un homme d'affaires. Il est devenu homme d'affaires, il a pris des risques. Tu sais, quand je vais là-bas, je vis puis je reste dans son hôtel. Tu sais, carrément. J'ai une chambre là-bas. Tu sais, j'aime ça, parce que je pose ça sur les réseaux, c'est tellement drôle. C'est comme mon plus gros flex. Genre, j'ai une chambre là-bas, une des suites, il y a ma face dans la chambre. Tu sais, Ben comme genre, j'ai un non! wallpaper, c'est ma face. Genre, pendant que je fais mon sport. Ça fait big, là. C'est fou. Mais parce que lui, c'est comme dans son hôtel, c'est comme un concept, là, parce que dans son hôtel, il y a un énorme gym, puis beaucoup de monde vont là juste pour s'entraîner. Fait qu'il vend des abonnements de même. Mais bref, tout ça pour dire que Il a fait ça en lui, même il l'a temps, fait. lui. Mais tu sais, c'est sûr que c'était plus vers la fin. OK. C'est sûr que c'était plus vers la fin que comme c'était pas dans son prime, il y avait début vingtaine. C'est ça. Mais comme je t'ai dit, lui, il a 37. Il en fait encore, juste en ligue professionnelle allemande. Mais quand même. Mais tu sais, puis il y a eu son premier. Il y a eu un kid quand il y avait. Un enfant quand il avait, je pense, 24, 25 ans. C'est quasiment autour de mon âge. C'est pas facile à cet âge-là avoir un enfant, tout en étant athlète. À ce moment-là, il est encore athlète de haut niveau. Puis là, tu sais, c'est commencé tout ça, plus les études. Mais c'est sûr que le gars, c'est un cerveau. Il est très, très, très motivé. Il est très déterminé. Puis Il y a beaucoup d'athlètes Ben qui sont oui. très... Mais exactement. Ouais. Puis c'est pour ça que je Mais dis pour que ça être peut être athlète, une. il faut. Ben exact. Puis moi, je trouve que la corrélation en termes de façon de réfléchir puis de voir la vie entre des entrepreneurs puis des athlètes, je trouve qu'il est très similaire. Et donc, c'est pour ça que oui, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile de faire ces deux vies-là en même temps, mais je trouve que ça fonctionne quand même. Tu sais, on se donne des défis, on se repousse. Tu sais, un endroit où ce que tout le monde dirait non, nous on dit oui. Tu sais, Ouais. se jeter en bas d'une barre, oui. Ouais. Tu sais, partir d'une business quand j'ai 6 heures de sommeil, oui. Tu sais, Ouais, c'est comme... ouais. Mais c'est vraiment, par exemple, je trouve que tu mets bien en lumière à quel point c'est quand même une réalité difficile parce que ce que je trouve, je pense qu'il y a plusieurs injustices un peu dans ce contexte-là. Le premier étant que il y a d'autres sports qui sont tellement bien payés. Fait que, tu sais, Ouais, certainement. mais bon, je veux dire, c'est good for them, mais en même Ouais. temps, il y a une certaine... en tout cas, il y a de l'argent là où il y a du monde qui regarde, puis de Ben, c'est ça. l'intérêt, là, mais Ben, c'est ça, exactement. ça, c'est un peu nul. Puis aussi, c'est qu'être un athlète, c'est tellement de dévouement, de discipline, tu te dédies corps et âme, littéralement, puis pour arriver comme break-even à la fin de l'année. Ouais.
Mais en même temps, t'es heureux, puis je l'espère, puis t'es passionné par ce que tu fais. Fait que, tu sais, je veux dire, au moins, t'as ça. Là. Certes. Ouais. On va te donner, Ça là, met mais... pas de la bouffe sur la table, mais certes. C'est sûr que ben, si t'arrives pas, là, en fait. Là. Mais tu sais, puis aussi, quand on pense à l'après-carrière, je veux dire, un joueur de hockey, son après-carrière est moins stressante. S'il a bien géré ses choses, il a acheté sa maison, puis il y a des sous de côté, mais un gymnase, pour donner un exemple, l'après-carrière, comme tu dis, était plus stressante. Différente, oui. Tu veux que tu la prépares. Oui, mais c'est encore drôle, hein, parce que je pense que, tu sais, moi, j'ai entendu des histoires de joueurs de hockey d'après-carrière un peu plus rock'n'roll. Oui, mais, oui, il y en a, mais... Mais c'est ça. Mais moi, je pense que, tu sais, justement, si on prend ça en exemple, moi, très jeune, je le savais. Je le savais que ça allait comme pas être un ball game facile, ou du moins, je savais que ça allait pas m'être donné. Donc, dès le début, j'ai fait les bonnes étapes. Tu sais, je me suis dit, écoute, moi, je suis un gars économe. Moi, à 17 ans, j'ai commencé à investir. Je dis, OK, je checkais ça. Puis là, j'essaie tout le temps de faire les bons moves pour justement m'assurer un peu d'avoir un parachute doré, tu sais, quelconque. Je me suis dit, moi, j'adore mon sport. Je suis très content de faire mon sport. Ça me rend heureux. Puis je veux continuer là-dedans le plus longtemps que je peux. Mais on vit tous sur la même planète. Puis si je veux un café un jeudi matin, mais ça me coûte une certaine somme d'argent. Si je ne l'ai pas de café. Bon. Fait que j'ai comme compris ça. Hein? Puis j'ai avancé dans cette lignée-là où à quel point et de quelle façon, du moins, je peux combiner ce que j'adore et bien gagner ma vie pour avoir un beau mode de vie. Puis pour comme ça, quand j'aurai fin vingtaine, trentaine, peu importe quand j'ai envie d'arrêter, mais que tu sais, que je suis pas un peu au coup, puis que je peux un peu prendre mes décisions, je peux décider, hey, je veux-tu faire cette profession-là, ou est-ce que je veux aller dans cette zone-là? Est-ce que je veux devenir entrepreneur? Est-ce que je veux avoir un peu d'argent de côté? Est-ce que j'ai une famille? Je sais pas, fin vingtaine, début trentaine, peut-être, je sais pas. Donc, c'est un peu tout ça. Pour moi, on dirait que je l'ai vraiment vu venir d'avance, ce qui m'a beaucoup aidé, ce que je recommande énormément pour des jeunes athlètes, gars, filles, peu importe le sport. Je pense que c'est super important. Puis l'exemple, justement, des gars de hockey, c'est sûr qu'il y en a qui gagnent des super bons salaires parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent ça, puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est it is what it is, puis c'est correct, je veux dire. Tant mieux pour eux, effectivement. Mais je pense que quand tu penses qu'il n'y aura pas de difficulté sur ton chemin, souvent, tu ne développes pas les bonnes ressources ou les bonnes habitudes. Puis ça revient dans la vie. T'as bien raison, par exemple. Ça revient. Fait que de l'avoir un peu plus difficile, des fois, c'est comme une bonne chose. Ce qui revient sur le podcast, c'est que les gens qui performent financièrement, c'est les gens qui sont éduqués financièrement. Oui. Le plus beau cadeau que je vois autour de moi, des gens que c'est l'éducation financière. C'est pas le montant d'argent, c'est qu'est-ce que tu fais avec une fois que tu en as. 100%. C'est vraiment ça le plus important puis la base. Ça serait quoi le top 3 conseils qu'on donne aux athlètes qui nous écoutent, qui sont... là, tu as abordé un peu l'aspect financier. Je sais pas si ça en fait partie. Top 3 comme spécifiquement pour l'aspect financier. Ça n'a pas besoin d'être... Non, pour faire carrière. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais, pour commencer, aie un but très précis vers où tu veux aller dans le sport. Je pense que, comme j'ai dit, je vais donner l'exemple de la gymnastique parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais lorsque tu sais exactement, comme je l'ai dit, moi, à 10 ans, je veux faire les Olympiques. Puis ensuite, je voulais essayer de faire de ça mon travail. Ou peu importe. Puis à ce moment-là, je le dis, j'avais aucune idée ce que ça voulait dire faire de ça mon travail. J'ai aucune idée. Mais c'était mon but. Puis c'était quand même assez précis. Je me suis dit, je savais qu'à 18 ans, je pouvais faire les jeux. Je savais qu'à tel moment, s'il y avait des jeux à tel moment. Puis c'était ça que je faisais. Fait que je me réveille le matin, moi, c'est ça que je fais. Je pense qu'avoir un but très précis dans la vie, quand même assez spécifique, nous aide à nous lever le matin et dire, OK, je me pose pas trop de questions. Que ça soit dur, que ça soit facile, que ça soit bon, que ça soit moins bon, je vais dans cette direction-là parce que je sais un peu ce que je veux. Ce serait mon truc numéro 1. Ensuite, truc numéro 2, c'est sûr quand on arrive vers l'adolescence, c'est plus dur pour mille et une raisons dans le sport, physiquement. Je pense socialement aussi, des fois, on a des difficultés. Financièrement, peut-être aussi, parce que tu te dis, tu commences à comprendre un peu sur quelle planète on roule. Donc moi, je pense que ce serait justement d'acquérir des bonnes connaissances financières, de bien comprendre la game. Moi, je donne l'exemple, à 16 ans, les étés, je savais que les fins de semaine, le samedi, j'avais juste un entraînement le matin. Fait que je me suis dit, OK, moi, je vais me trouver 2 jobs. Puis je vais remplir mon samedi après-midi puis mon dimanche la journée pour essayer de commencer à ramasser mes sous pour payer la gym, pour aider mes parents. Donc, c'est vraiment ça que j'ai fait. J'étais très efficace. J'ai dit, OK, j'avais 2 jobs. Samedi, en 2 jours, je faisais comme du 22 heures. Des jobs d'étudiants, là, vraiment pas foufou. Là. Mais j'ai fait ça. Puis on dirait que ça m'a tellement inculqué, pas l'importance de l'argent, mais l'importance du temps, quasiment plus que de l'argent. À quel point ton temps il est important, à quel point où tu mets ton attention, c'est important.
Puis bon, l'éthique de travail qui l'entoure, mais ça m'a donné beaucoup... Ça a un peu changé ma perspective au niveau des sous, puis de qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Puis bien évidemment, après, si on reste sur une même thématique financière pour le troisième élément, je dirais vraiment d'utiliser nos ressources au Québec, au Canada. Bon, s'ils sont pas au Québec, au Canada, mais au Québec, je trouve qu'on est chanceux, pour vrai, pour vrai. Je connais bien du monde en Ontario qui n'ont pas ces opportunités-là, puis je pense que c'est sûr que ça se combine bien avec des bons résultats scolaires et des bons résultats sportifs, mais c'est important d'un peu faire ses propres recherches, savoir qu'il y a des ressources, il y a des outils, il y a des gens qui sont là pour nous aider. Lorsque, comme je l'ai dit, tu as un objectif précis, tu es déterminé, tu es prêt à aller de l'avant. Moi, je pense qu'il y a vraiment une façon, parce que pour vrai, je me vois pas comme quelqu'un de plus intelligent que la moyenne. Je suis pas... tu sais, j'ai travaillé pour tout ce que j'ai dans la vie. Puis on dirait que j'ai réussi à construire ça autour de moi, puis maintenant, ça fonctionne bien. Puis je trouve que le sport, c'est tellement important. Au Québec, c'est tellement important pour nos jeunes gars, nos jeunes filles qui veulent évoluer là-dedans. Puis il y a une façon d'y arriver. Donc, ce serait un peu ça, mais je veux dire, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres C'est des bons. très bons conseils. Ouais, J'aime ça. Je vais les prendre, moi. Ouais. Excellent. C'est cool. Ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'était Merci. très intéressant comme Merci à discussion. vous, c'était super Vraiment. fun. Puis, on te souhaite beaucoup de succès pour le futur, Vraiment. pour les Yes, prochaines yes, compétitions, les prochains jeux, toutes ces choses. J'écoute les prochains premiers. That's it. Ah, On un souhaite gros pas merci. d'accident. Puis, Yeah. bonne fin de journée. Ben, merci beaucoup à vous aussi, les filles.